l'éducation nationale et vraiment revaloriser pour qu'on ait aussi, comme je vous ai dit, la catégorie A et accéder. Et au niveau des possibilités d'évolution de carrière, nous, on pose aussi la possibilité notamment d'accéder au concours de chef d'établissement. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, les infirmières, elles ne peuvent pas y accéder. Certaines passent le concours et se font rebooter parce qu'on ne peut pas être chef d'établissement. Enfin, pour le SNICS, il faudrait que ça soit une véritable option de carrière pour la suite. Elles réussissent les écrits et en fait, elles n'arrivent pas à passer l'oral. Voilà, parce que c'est pas prévu actuellement pour les infirmières d'éducation nationale. Donc voilà pour les axes de ces assises de la santé scolaire qui sont pour nous très inquiétants parce qu'on voit vraiment le prisme des différents rapports. Voilà, le pôle de santé donc, qui nous éloignerait des établissements qui nous sortiraient des équipes éducatives pour être en pôle ressources à l'extérieur, retourner sur des visites systématiques comme il y a 30 ans, voire plus. La remise en question de l'administration des médicaments, la protocolisation de nos actes, de nos consultations. Voilà, c'est un vrai retour en arrière qui serait désastreux pour nos élèves parce qu'ils le disent eux-mêmes. C'est parce qu'ils nous connaissent, c'est parce qu'ils nous voient, parce que la porte est ouverte, qu'ils viennent nous parler. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à percevoir leurs réels besoins et à les accompagner. Merci, merci Violaine. Et on arrive sur ce diaporama volontairement parce que nous, c'est ce qu'on leur a dit en conclusion un petit peu de ce groupe de travail. On l'avait déjà dénoncé avec la précédente ministre, l'entrée par je sais plus ce nom, le Vadémécum, école promotrice de santé. Ce n'était pas l'entrée par la politique éducative, sociale et de santé. Donc nous, ça ne nous allait pas parce que dans cette conception de l'école promotrice de santé, il y a cette notion de perte des professionnalités, de chacun fait tout mais chacun fait rien. Et il y a quand même un chef de pôle et un responsable de la santé publique à l'école qui est le médecin. C'est pas une opposition bête et méchante aux médecins, c'est qu'on a travaillé depuis l'après-guerre à mettre en position chacun dans son rôle en fonction de ses compétences. Et il y a eu un service de santé scolaire en 91 lorsque les médecins sont rentrés dans l'éducation nationale. Il y a eu ce pôle de santé qui a été créé et ce pôle de santé a créé la déresponsabilisation de l'ensemble des professionnels et a créé une espèce de fourre-tout dans lequel on ne savait plus qui faisait quoi. Et évidemment, l'infirmière faisait beaucoup, mais faisait beaucoup à la place d'eux. Et ça ne fonctionnait pas. Et nous, on leur a dit, voilà, nous, les assises de la santé scolaire, vous entendez réarmer la médecine scolaire, vous nous dites que la ministre a dit médecine scolaire, mais qu'elle pensait santé scolaire. Mais nous, on voulait parler de santé des élèves, de santé à l'école. Et nous, le diagnostic qu'on fait, c'est bien qu'actuellement, les infirmières, elles sont en souffrance par manque de reconnaissance de leur professionnalité. C'est bien que la logique qui prévaut à l'éducation nationale ne nous permet pas d'avoir les outils nécessaires, et c'est pour ça qu'on a mis le lien. On n'a pas les outils nécessaires à l'exercice de notre profession. On n'a pas la formation nécessaire à l'exercice de nos missions, c'est-à-dire qu'en face de nos missions, on ne nous donne pas les connaissances nécessaires à nous permettre de les mettre en œuvre de façon efficace avec un service rendu à l'élève et à l'usager efficace. On nous reconnaît et en arrachant les choses, on nous a reconnu un petit peu parce qu'on est sorti dans la rue notre capacité et notre rôle qu'on fait dans l'école depuis 1960, c'est-à-dire l'éducation à la sexualité. Mais ça encore, on a dû se battre pour être réintroduit par la ministre le jour du Conseil supérieur de l'éducation. On a dû se battre et sortir dans la rue pour avoir ne serait-ce que le même niveau de rémunération que nos homologues des autres fonctions publiques. Et on est sorti dans la rue et en intersyndicale et on a toute la communauté scolaire qui nous suit pour sauver la santé à l'école, mais pas la santé scolaire, pour avoir une ambition et une conception forte du rôle de l'école en matière de réussite scolaire et du rôle de l'infirmière en matière d'accompagnement et d'émancipation du jeune, de façon à créer une société capable de prendre en charge sa santé et d'améliorer sa conception de la santé. Et donc, on veut, et c'est ce qu'on a fait depuis 10 ans maintenant,
On veut reconnaître la consultation des infirmières dans les établissements scolaires comme un droit de l'enfant, c'est-à-dire que chaque jeune dans l'école doit pouvoir consulter un professionnel de santé et nous, on doit rester à leur service. On doit accueillir, écouter, conseiller, soigner tout élève qui se présente sur quelque motif que ce soit. Et c'est comme ça, c'est la conception qu'on a de la santé et c'est la capacité qu'on a d'agir dans l'école. Et vraiment, nous, on aurait aimé parler de ça dans ces assises et pas de toutes les pseudo-propositions qui ne sont vraiment qu'une médicalisation de la santé, une baisse d'ambition et des espèces de protocoles fourre-tout et bricolés. Voilà, on a des ambitions, bien sûr que c'est très corporatiste parce qu'on a une conception très forte, mais nos revendications de notre profession, mais nos revendications, elles sortent pas de nulle part. Quand on est infirmière, on voit bien l'importance et l'intérêt qu'a cette consultation dans l'école. Ça marche. On évite aux jeunes de tomber malades. Il n'y a pas mieux en termes de capacité de l'école à agir, mais il n'y a pas mieux en termes d'enjeux de santé publique. Voilà. Je vois que Caroline Chevet est arrivée et comme je sais que son temps lui est compté, je te remercie, Caroline, d'être présente parmi nous. C'est important. C'est important parce que c'est une journée un petit peu particulière aujourd'hui puisque va être votée aujourd'hui au Sénat la loi infirmière dans laquelle on a réussi à avoir le soutien de 137 sénateurs qui ont déposé des amendements pour reconnaître la spécialité d'infirmière de l'éducation nationale. On est à quelques jours de l'annonce de la ministre sur une réforme de la santé scolaire qu'on sait qui nous sera défavorable et contre laquelle on va continuer de lutter. On n'a pas à l'heure actuelle la position de la ministre ni du gouvernement sur les amendements qui ont été déposés. On sait que ces amendements sont largement soutenus, mais on va dire par la gauche sénatoriale. On attend maintenant et on continue aujourd'hui à interpeller les sénateurs pour avoir la position de la droite sénatoriale et on a aussi engagé nos collègues à investir aussi ce champ-là, à solliciter leurs élus déjà depuis quelques jours. Et du coup, ça nous est vraiment important aujourd'hui de t'entendre. On avait l'habitude d'avoir Benoît Tess qui participait à nos formations et c'est important d'entendre le soutien de la FSU en termes de première fédération de l'éducation nationale, mais aussi dans le contexte de réforme, parce qu'on sait aussi, même si on est un syndicat professionnel, on sait que tout ce qu'on revendique et tout ce qu'on porte et les réformes qui nous percutent, ça percute aussi toute la fonction publique, toute la société et que là, la FSU, elle a un rôle fondamental, elle a une action spécifique et c'est aujourd'hui pour nous important de t'entendre, de nous remettre un petit peu là pour que nos collègues, elles repartent, elles réinscrivent notre pensée et nos revendications dans un contexte plus global et dans le travail que fait la fédération. Merci à toi. Merci Safia et merci au SNICS pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. J'aurais évidemment préféré être parmi vous, mais les contraintes d'emploi du temps étaient beaucoup trop fortes. Euh, Peut-être un mot pour commencer, parce que tout le monde n'est pas toujours aussi familière de la structuration de nos organisations. Donc, moi, je suis la secrétaire générale de la FSU depuis peu, hein, depuis le mois de février. Euh, et donc la FSU regroupe en son sein à la fois des syndicats de l'éducation que vous connaissez bien, qui rassemblent les collègues avec lesquels vous avez l'habitude de travailler dans les établissements, mais aussi d'autres syndicats de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale. Et je crois une des choses qui nous caractérise vraiment très fortement à la FSU, c'est la place de la jeunesse dans nos préoccupations. Nous rassemblons des syndicats qui ne sont pas forcément des syndicats de l'éducation, mais qui sont quasiment tous des syndicats en lien avec la préparation de l'avenir et notamment l'accompagnement, l'éducation, l'encadrement, le soin de la jeunesse. Et c'est pour ça que les combats que vous menez en tant qu'infirmière conseillère de santé rejoignent évidemment beaucoup des combats qui sont menés par ailleurs.
Dans le cadre de la préparation des assises de la santé scolaire, on voit bien, c'est assez, ça saute aux yeux, l'articulation avec les autres syndicats de l'éducation, et je pense plus particulièrement au SNU-ACFP pour les assistantes sociales et euh, au syndicat de l'éducation SNES, SNU-IPP, dans lesquels il y a les psychologues scolaires, mais plus largement au sein de la FSU, on a aujourd'hui, c'est une coïncidence, mais aujourd'hui c'est une journée de mobilisation et de grève à la protection judiciaire de la jeunesse. Le syndicat de la FSU de la protection judiciaire de la jeunesse, donc c'est le ministère de la Justice, hein, c'est le premier syndicat dans ce métier-là. Et on a les mêmes alertes qui sont tirées par nos collègues de la PJJ sur la manière dont la jeunesse est maltraitée aujourd'hui dans un contexte, j'y reviendrai, où notamment les logiques d'austérité prévalent sur le développement des services publics. Et puis, je pense aussi à toutes les collectivités territoriales. Elles sont nombreuses en ce moment dans lesquelles nos collègues mènent des bagarres autour des moyens de protection de l'enfance. Et c'est pareil, les syndicats de la territoriale de la FSU sont très impliqués sur cet aspect-là, l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance en général. Et là aussi, on est confronté, mais vous le savez, parce que vous le voyez bien avec les élèves que vous avez parfois en charge, on est confronté quand même à des situations absolument catastrophiques, puisque les services de protection de l'enfance dans les conseils départementaux sont de plus en plus démunis pour apporter des réponses à la jeunesse qui est en difficulté. Donc, les questions que vous travaillez, vous, en lien avec votre métier, sont des questions qui sont complètement au cœur des préoccupations transversales à la FSU. Et bien sûr que aujourd'hui, vous avez le total soutien de la fédération et des syndicats qui la composent. Alors, peut-être pour faire un point quand même sur le contexte dans lequel on défend les services publics et les personnels qui les font vivre au quotidien. On est quand même depuis le mois de décembre dans un contexte qui est à l'évidence, enfin je vais dire une banalité, hein, mais qui est vraiment partagé très largement. Depuis l'élection de Trump à la présidence des États-Unis, il semble qu'on ait quand même basculé dans autre chose du point de vue à la fois de la situation internationale. Je ne ferai pas long, vous voyez bien ce à quoi on est confronté, mais aussi des conséquences économiques et sociales et des conséquences politiques, y compris à l'échelon national. C'est important d'avoir ça en tête parce que ça trace quand même la cohérence de la situation à laquelle on est confronté. Les conséquences économiques, je ne développe pas sur la situation internationale et sur le fait de voir s'éloigner de plus en plus la paix et notamment une paix qui ne soit pas aux conditions de l'agresseur, hein, une paix juste et durable en Ukraine ou en Palestine. Mais euh, si on regarde les conséquences économiques, je crois qu'il faut avoir ça en tête, on voit en ce moment se multiplier les plans sociaux, les licenciements. Et c'est quelque chose qui va frapper durement les élèves que nous avons en responsabilité, que nous accompagnons. On se rappelle tous de la crise enfin tous et toutes, celles qui étaient là en tout cas, de la crise économique de 2008 et comment elle a eu des conséquences dans les années qui ont suivi sur l'état des usagers des services publics. On est à nouveau hein, face à une crise économique qui potentiellement est explosive. Dans la même période, on a vu de la part du gouvernement une séquence d'instrumentalisation de la sidération provoquée par les premières semaines du mandat de Trump pour faire deux choses, mais qui sont complètement liées. Discréditer toute revendication de progrès social. Et on a vu comment, après avoir rouvert les discussions retraite en janvier, Bayrou a ensuite fermé le banc et laissé entendre de manière sous-jacente que des revendications de retour sur la réforme des retraites de 2023 n'avaient plus de sens dans le contexte, dans le nouveau contexte international.
Donc ça, c'est la première chose à laquelle on a été confronté. Et en même temps, un renforcement, parce que c'était pas nouveau, mais une dynamique nouvelle donnée au discours sur les finances publiques, l'austérité, la nécessité de réduire les dépenses publiques, qui pèsent très fortement aujourd'hui. C'est la première année que le débat sur le budget de l'année suivante, donc en l'occurrence budget 2026, démarre dès le printemps. Et pourtant, ce qu'on constate, à la fois dans le débat public, mais aussi dans les échanges qu'on a avec l'administration à tous les niveaux, éducation nationale, fonction publique, etc., ce débat-là a bel et bien commencé sous les auspices de la pire des austérités, avec des conséquences potentiellement très fortes, à la fois sur les personnels, et on voit dans les discussions, toutes les revendications salariales se heurtent à un discours sur la nécessité de réduire la masse salariale, réduire la dépense publique, etc. Et en termes de moyens pour les services publics. Et avec le risque à la fois d'avoir encore moins de moyens pour accomplir nos missions, mais aussi de voir finalement certaines missions de service public échapper complètement au service public et au profit de l'entreprise. Donc c'est quand même le contexte dans lequel on est. Le mantra, c'est les 40 milliards d'économies. Et dans toutes les discussions qu'on a avec les différents ministères, on porte l'idée que, contrairement justement à cette rhétorique-là, nous, on considère que dans un contexte euh, international, économique et diplomatique très instable, et enfin, oui, dans un contexte particulièrement inquiétant, la nécessité pour nous, pour notre pays, c'est de renforcer son modèle social parce que ce modèle social, il fait, alors c'est l'expression qui est sur la diapo, mais qui était en fait le titre qu'on a donné à la note qu'on a faite sur les services publics et l'État social récemment. Le modèle social que nous défendons fait la force de notre pays, fait sa solidarité, sa cohésion. On voit bien d'ailleurs à quel point cette solidarité et cette cohésion sont déjà fragilisées par des années de politique d'austérité. Et face à la montée des idées d'extrême droite, aux logiques d'individualisation, de durcissement des relations sociales, ce qu'il nous faut, c'est convaincre de la nécessité d'arrêter d'assécher les finances de l'État et d'assécher les services publics. Parce que à la FSU, on ne considère pas que la question de l'équilibre des finances de l'État, c'est une question sans importance, etc. Il ne s'agit pas de raser gratis. Au contraire, on considère que avoir une situation financière saine, c'est indispensable pour un pays. Mais ce qu'on dit, c'est que la situation actuelle des finances de l'État, elle n'est pas la conséquence du fait qu'on dépense trop pour les services publics. Au contraire, on voit qu'on on a derrière nous des années de réduction de la dépense, des années de gel des salaires des fonctionnaires notamment, hein. Mais quelle est la conséquence d'un assèchement des ressources de l'État via des cadeaux faits aux entreprises sans aucune contrepartie sociale ou écologique, via des politiques fiscales injustes, des cadeaux faits aussi aux plus riches. On se rappelle de la suppression de l'impôt sur la fortune, par exemple. Mais ce n'est pas le seul cadeau qui a été fait dans la période. Et donc, les 40 milliards de déficit ou les 40 milliards d'économies que le Premier ministre n'arrête pas de mettre en avant, pour nous, c'est d'abord ce qu'il faudrait pouvoir faire rentrer dans les caisses de l'État, et ça serait possible avec d'autres choix en termes de partage des richesses. Donc c'est ça qu'on essaie de porter dans un contexte qui n'est pas simple, mais avec aussi l'écoute d'une partie de la population qui n'est pas négligeable non plus, et qu'on essaie d'amener vers les mobilisations parce qu'on estime qu'il faut reconstruire du rapport de force. Euh, alors pourquoi je dis avec une écoute qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a observé sur différents sujets, quand même dans la dernière période, une capacité de mobilisation qui est réelle. D'abord, du point de vue euh, des mouvements que nous construisons, organisations syndicales et associations,
On a réussi cette année un 8 mars très fort dans lequel la question des salaires et la question des services publics ont été portés comme des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes, comme la question aussi de la santé des femmes, de manière assez inédite. Et on a eu une très grosse journée de mobilisation. Euh, le 22 mars, une mobilisation aussi contre le racisme et l'antisémitisme qui a été assez réussie. Et on vient de faire un 1er mai euh, qui a été plus important que ce à quoi on s'attendait. On a annoncé 300 000 manifestants dans tout le pays, plus de 200 lieux, plus de 250 lieux de mobilisation, manifestation, etc. Et donc, il y a une écoute sur la possibilité de porter des alternatives. On a, d'un point de vue plus syndical cette fois-ci, réussi, si vous vous rappelez, je suis sûre que vous y étiez, réussi une journée de grève dans la fonction publique le 5 décembre dernier, qui nous a permis notamment de faire renoncer le gouvernement aux 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale et aux 2 jours de carence. On a, en mettant vraiment l'accent sur ce sujet-là et en montrant le fort mécontentement, on a contribué très fortement à ce que ces 2 points soient abandonnés au mois de janvier. Depuis, on essaie de revenir reconstruire des mobilisations. On a fait une journée d'expression de la fonction publique le 3 avril qui n'a pas été très réussie. On est en train de construire une journée de mobilisation le 13 mai prochain, donc la semaine prochaine, euh, avec toujours la question des salaires et des moyens des services publics, mais aussi la question de la baisse de 10% de la rémunération en congé maladie, qui est un vrai sujet de mécontentement. On a réussi à faire sortir les 2 jours de carence, on n'a pas réussi à faire sortir cette mesure-là et elle est tout aussi grave et préjudiciable pour les collègues. Et donc, on essaie comme ça de travailler à ramener nos professions vers des logiques de mobilisation, malgré l'effet de sidération qui a été celui des derniers mois et qui est, je crois, assez incontestable. Et donc, dans ce cadre-là, toutes les mobilisations plus sectorielles, j'ai parlé de la PJJ, il y a aussi les conseillers d'insertion et de probation, il y a aussi des mobilisations dans l'enseignement supérieur qui sont importantes parce que les budgets des universités sont en train d'être sabrés. Mais les mobilisations qui ne sont pas forcément des journées de grève, etc., mais comme celles que vous conduisez autour de vos métiers, autour des enjeux de la santé scolaire, de la santé des élèves, etc., sont évidemment absolument indispensables si on veut ancrer nos mobilisations sur nos lieux de travail, au plus près de nos collègues. Donc, voilà, pour vous faire un point un peu général de paysage, il reste peut-être une chose que je peux évoquer. Vous avez peut-être vu dans les médias, la CGT propose une journée de mobilisation sur la question des retraites le 5 juin. Pour l'instant, les débats au sein de la FSU ne font que commencer sur cette journée-là, sur la possibilité de la réussir, sur la manière dont on pourrait ou pas s'y associer. Donc on commence juste à en discuter, mais bien sûr qu'on en discutera très sérieusement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on concentre nos forces sur le 13 mai. Et je finirai en disant qu'on a aussi une pétition portée par toute l'intersyndicale fonction publique sur la question des 10%, de la baisse de 10% de la rémunération en congé maladie, qui a en très peu de temps, finalement, je crois que ça fait moins de 3 semaines qu'elle est opérationnelle, a réuni 66 ou 68 000 signatures, donc a répondu tout à fait aux attentes et que je vous invite aussi à signer dans la période. Voilà, je m'arrête là et enfin, si vous avez des questions, des petites interventions ou des réactions, vous n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup, Caroline. Je crois que tu as accès au chat pour voir s'il y a des réponses, enfin des questions auxquelles tu souhaites répondre. En attendant,
Moi, je me permets de te remercier et de rebondir un petit peu sur tes propos. Donc, effectivement, les infirmières, le champ qu'on représente, on participe activement aux mobilisations et c'est vraiment appréciable d'entendre par le biais de ta voix les différentes mobilisations qu'elles sont invitées à participer régulièrement et notamment la pétition qu'elles ont reçue par leur secrétaire académique sur la perte des 10% lors de congés et la mobilisation sur les retraites et l'accumulation comme ça des mobilisations, ça montre bien le contexte de régression sociale dans laquelle on se retrouve et la nécessité d'agir en se mobilisant déjà dans les champs sur lesquels on peut mobiliser les personnels sur des leviers comme là, on a les assises, nous, qui permettent de mobiliser les gens, de les informer, et aussi sur des mobilisations plus construites. Et on espère vraiment que le 5 juin, il va réussir à se construire assez largement et qu'on arrivera à réimposer un tempo social dans les discussions. C'est vrai que là, on est vraiment, on a l'impression, et nos collègues le sortir au dernier Conseil national, on a l'impression qu'il y a, et avec le jeu médiatique, une forme de sidération et pourtant une attente très forte envers le mouvement social. Et on voit que, et on a le printemps des services publics aussi, on voit quand même que les fonctionnaires, ils aspirent à s'inscrire dans un collectif de défense, en tout cas de leur profession. Et à nous de trouver les voies de passage qui permettront de mobiliser le plus de personnes. T'en as pas parlé, mais on n'a pas forcément encore acté, voilà, mais on a du coup nous une mobilisation au sein de la FSU qui se construit, qui devait être le 5 et qui sera le 10 juin, justement pour réunir là les principaux syndicats qui sont en lien sur cette thématique et qui sont impactés, qui sont fortement impactés, parce qu'en fait c'est toute l'école qui est impactée, mais là où nos professionnalités sont fortement impactées et dégradées, on va essayer de se mobiliser, on en reviendra en fin d'après-midi, il y aura Brice qui va participer à notre journée de congrès. On va avoir une mobilisation commune qu'on essaye de construire là. Donc, on a encore la forme, le périmètre comme ça qui reste à définir. Mais le 10 juin, les infirmiers, les assistantes sociales et les psychologues de l'éducation nationale seront réunis sous une modalité d'action à Paris pour faire entendre les conséquences en fait réelles des propositions qui sont faites des assises par rapport au discours général qui sera qu'on réarme l'école, qu'on fait mieux, qu'on fera mieux et qu'on fera mieux, bien évidemment, avec moins. Donc, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir des petites questions qui te permettent de rebondir sur tes propos auxquels tu souhaiterais répondre. Écoute, j'ai pas l'impression. Et je pense que malheureusement, je vais devoir vous Oui, laisser si je veux je être à vois l'heure l'heure. Oui, avec la PJJ. Merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. Bon courage. Et puis, je me tiendrai informée de ce qui est l'essentiel, ce qui sortira de vos discussions. Et à très bientôt. oui. Merci. Merci à Merci. toi pour ton engagement et salut les camarades de la PJJ parce que vraiment on est à leur côté. Ce qu'on vit dans l'école, le vivent avec une population encore beaucoup plus fragile. Voilà, voilà, ce qui se passe par rapport aux jeunes en difficulté et cet autoritarisme, c'est vraiment nous pénalise beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. On continue. Je ne sais pas si les collègues, vous avez repéré des questions. On ne voit pas trop hein, si les collègues d'autres hôtes. Oui, on n'a qu'une partie des questions en fait. Donc désolée pour les collègues qui ont essayé de poser des questions, on a vu des petits messages. Il y a eu plusieurs réactions de collègues tout à l'heure avant l'intervention de Caroline sur la visite médicale des grandes sections où dans plusieurs départements, académies, on leur demande d'aller auprès de ces élèves de grande section pour faire des dépistages de masse. Et dans certaines académies, il y a même des notes écrites. Donc, certaines collègues demandaient voilà, comment pouvoir ne pas y répondre.
Alors, il y a la hiérarchie des normes, hein. Une note académique, elle ne peut pas imposer à une infirmière ce que son ministre ne lui demande pas, puisque le ministère ne prévoit pas, et la loi, parce que c'est un arrêté, ne prévoit pas une visite infirmière en lieu et place d'une visite médicale. D'ailleurs, cet arrêté du 3 novembre 2015 que beaucoup veulent enterrer, notamment l'Ordre des médecins, les médecins de l'éducation nationale, non pas parce que les infirmières sont pas capables ou parce que vraiment il empêche les gens de travailler ensemble. Cet arrêté, il a attaqué sur la capacité d'une infirmière à réaliser un bilan de santé. Donc il y a, c'est pas le SNICS qui le dit, ça a été attaqué en Conseil d'État. Le ministère de l'Éducation nationale a été attaqué en Conseil d'État. Par contre, nous, on a travaillé à refaire publier l'arrêté qui a été republié en 2021 dans les mêmes conditions, c'est-à-dire la visite de la 6e année est une visite médicale. D'ailleurs, elle fait partie des 20 visites médicales obligatoires qui sont accessibles à l'ensemble de la population sans avance de frais, 100% remboursées par la Sécu. Ces visites, elles décroît en fonction de l'âge de l'enfant parce que du coup, il y a un problème de reconnaissance, de représentation et d'accessibilité. Plus largement, il y a un problème de répartition des médecins en France et qui n'est pas le problème spécifique de l'éducation nationale. En tout cas, l'éducation nationale ne peut pas y répondre. Il y a un problème aussi d'attractivité des médecins à l'éducation nationale. Mais en 2021, le Conseil supérieur de l'éducation et le ministre en place qui était à l'époque Blanquer ne dit pas, bah oui, il n'y a pas assez de médecins, donc on va faire aux infirmières ce que les médecins ne font pas. Non, on réaffirme que, à défaut de médecins de l'éducation nationale sur certains territoires, cette visite, elle doit être faite et on a une lettre du directeur de cabinet en 2016 du ministre qui est toujours d'actualité, qui dit quand il n'y a pas de médecin de l'éducation nationale, les secrétaires médicales récupèrent les bilans qui sont faits par les médecins de ville et l'infirmière n'intervient que sur l'accès aux soins, sur les élèves repérés dans l'école. Donc toutes les pseudo-CP qu'on vous demande de faire en lieu et place d'une visite médicale ne servent à rien. Si ce n'est à occuper du temps infirmier alors qu'en fait vous êtes censé intervenir à partir du moment où il y a une problématique scolaire ou la suspicion d'une problématique scolaire pour l'accès aux soins, justement. C'est ça le repérage précoce de la difficulté scolaire. Et au lieu de ça, on continue à faire le poids, la taille, la vue, l'audition, alors que d'autres acteurs sont censés le faire et pourraient le faire. Donc ça, c'est vraiment délétère pour tout le système de santé. C'est une inégalité. En faisant ça, on renforce les inégalités scolaires parce que on le sait bien, quand les infirmières faisaient le peu participer et qu'on faisait alors même qu'il y avait 2000 médecins scolaires à l'éducation nationale et que les infirmières faisaient 87% de bilan psychosocial, de bilan biométrique. D'une, il y avait 3 à 6% de recours aux soins. De deux, on ne pouvait pas dépister ce pourquoi cette visite peut être importante dans l'école, c'est-à-dire les troubles des apprentissages. Et même si on était en capacité de les dépister, en fait, il y a des gens qui les dépistent avant nous, qui sont les enseignants, qui font exactement les mêmes tests que ce que font les médecins ou ce qu'on faisait en 1980 dans les CMS, et qui ont conscience des élèves qui ont déjà des suspicions de troubles des apprentissages. Donc, si vous voulez, on fait quelque chose en se donnant bonne conscience, mais quelque chose qui ne sert à rien. Et on va même plus loin. Au SNICS, on a analysé les résultats scolaires des territoires où sont faits ces bilans, où sont faites les visites médicales et les territoires scolaires où ils ne sont pas faits du tout. Et attachez-vous, ça n'a zéro impact sur la réussite scolaire. Zéro. C'est-à-dire que qu'on fasse ces visites ou qu'on ne les fasse pas, il n'y a pas d'impact sur la capacité du jeune à mieux réussir sa scolarité. Les troubles, on l'avait déjà montré, mais c'est pas que le SNICS qui le disait, c'était aussi le Haut Conseil de santé publique. Ces visites n'ont d'intérêt que si les gens adhèrent, choisissent le professionnel de leur choix et vont jusqu'aux soins. Et la capacité de l'infirmière, elle intervient sur le recours aux soins, sur la motivation aux soins. Voilà. Donc évidemment, on va toujours se retrouver, et on l'a vu dans plein d'académies, on l'a vu encore sur les PAI, on arrive à avoir des textes très très clairs. Et je ne sais pas pourquoi, mais il va falloir leur demander, parce que c'est eux qui en portent la responsabilité. Et on se retrouve avec des organisations locales qui ne respectent pas le cadre ministériel et imposent sans autorité à des infirmières de faire des choses. Donc déjà, quand on a des notes, on se demande qui m'a envoyé la note,
pourquoi, comment, et est-ce que c'est l'intérêt du jeune de le faire, est-ce que c'est mon intérêt, voilà. Après, on entend aussi pour certaines collègues dire bah ouais mais c'est plus simple, et puis comme ça je me prends pas la tête et tout ça, voilà. Ça c'est quelque chose. Nous on tient pas responsable les infirmières de ce qui se passe, on tient responsable le ministère ne pas appliquer les textes. Donc oui, il y aura toujours des organisations déconnantes, il y aura toujours des gens qui vous demanderont de faire ce que vous n'avez pas à faire, et ça peut perdurer très longtemps. Hein. Moi, je viens d'une académie, Dijon, où quand je suis arrivée en 2009, les infirmières, elles étaient encore en train de trier dans les CMS les dossiers jaunes et roses, à écrire les dates de vaccination, les machins, tout ça. Mais personne ne leur demandait réellement de le faire, mais il y avait cette culture où on a fait des fonctions de suppléance et substitution qui ne servaient à personne. Donc il faut continuer, nous, à avancer, nous recentrer, faire ce pourquoi on est employé, notre sens du recrutement, et continuer à le revendiquer. Et donc après, c'est organiser le rapport de force. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est seul à dire attention, mes missions, c'est pas celle-là, ben, on se sent isolé et on n'est pas en capacité. Par contre, quand le collectif de travail se réunit, hein, et pas en petits bouts, mais se réunit, quand le collectif de travail est amené à réfléchir, à se positionner, et pas simplement dans une vision descendante, c'est-à-dire quand vos réunions professionnelles vous permettent de remonter vos réelles préoccupations, quand vos réunions professionnelles vous permettent de remonter ce pourquoi vous êtes efficace, ce pourquoi vous voulez l'être moins, et la façon dont vous aimeriez travailler, c'est-à-dire qu'on prend en considération votre expertise de terrain, votre expérience et vos revendications, et ben là, on risque d'avancer. Donc moi, je renvoie à tout le monde. Nous, on a réussi à avoir un cadrage ministériel qui nous est favorable, réaffirmé en 2021. Il faut maintenant que chacune d'entre nous, elle s'arme, et donc venez aux réunions d'information syndicale du SNICS, continuez de revendiquer parce que d'autres parlent pour nous. Et d'autres parlent pour nous avec des projets qui ne nous sont pas favorables. Donc oui, la visite de la 6e année, c'est pas une expertise infirmière. Les infirmières n'ont pas à le faire, ça ne rend service à personne. Et on continuera, nous, à le revendiquer dans ce sens, en ce sens-là. Et c'est le mandat aussi que nous a donné notre dernier congrès, sur lequel on a passé un temps certain sur ces difficultés par rapport à la 6e année. Là, c'est bien ça. On nous dit non, 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 Madame Guéréchi, on a fait nous beaucoup de réunions avec la DGESCO, beaucoup de réunions avec les services de la DGAS où on nous a dit mais non, 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 les assises, venez aux assises, vous avez intérêt d'y venir, on a besoin de votre expertise. Bien évidemment que ces assises ne sont pas faites pour utiliser les moyens infirmiers d'évoluer aux élèves, pour pallier à la pénurie de médecins. On va recruter des médecins, on va réaffirmer les professionnalités de chacun et tout ça. Et boum, on arrive au groupe de travail, on reçoit les documents de travail, et qu'est-ce qui est proposé? Eh ben, de pallier à la difficulté. Et je renvoie la DGESCO à sa responsabilité, hein, et on leur a dit dans le groupe de travail, là où il y a des médecins, et là où ils sont recrutés en nombre, je prends l'exemple de la Somme, où il n'y a pas de désert médical dans la Somme, où le nombre des médecins sont recrutés, il n'y a pas de postes vacants de médecins. Et bien pourtant, les médecins ne font pas la visite de la 6e année. Donc on n'est bien pas sur un problème de ressources, là où elle est nécessaire, on est bien sur un problème de conception du soin. Et nous, on se refuse à ce que, parce que les médecins refusent de faire, d'aller sur le terrain, se confronter aux élèves, alors que nous, on y est en permanence dans les écoles, et ben, de pallier à ce refus-là. Les infirmières de l'éducation nationale, on n'est pas les auxiliaires médicales, et on est encore moins là pour faire les choses que les médecins ne veulent pas faire. Parce que là, par contre, depuis 2015, qu'est-ce qu'on a vu? Blocage des textes, les médecins l'avaient annoncé. Ils ont attaqué l'arrêté en Conseil d'État. Ils ont bloqué les textes, ils ont bloqué les circulaires, ils ont fait des circulaires déviantes, puisque c'est eux, les conseillers techniques reconnus dans l'école auprès des recteurs et des DAZEN. Et ils ont créé une désorganisation globale. Ils ont réaffirmé l'école promotrice de santé en lieu et place de la politique éducative, sociale et de santé. L'école promotrice de santé, lisez le Vademecum, le chef de la santé à l'école, de la promotion de la santé à l'école, c'est le médecin. Donc moi, j'ai beaucoup de considération pour les médecins de l'éducation nationale dans leur mission. Je pense qu'il en faut à l'éducation nationale, et le SNICS, on est sur cette position-là. Mais on attend de eux une considération égale, c'est-à-dire on attend d'eux qu'ils respectent les compétences des infirmières, leur mission, leur sens de recrutement.
et qu'on se retrouve dans un espace de collaboration et non de subordination. Et je crois qu'ils nous le doivent. Et le SNIC, ça fait partie des syndicats qui sont sortis dans la rue dans les années 2000 pour que les médecins restent à l'éducation nationale quand le ministre de l'époque, le ministre des Territoires, souhaitait l'externalisation des médecins de l'éducation nationale. Donc nous, on les appelle à avoir une solidarité avec nos revendications et non pas une remise en cause perpétuelle de nos compétences dans les établissements scolaires. Une chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que dans le cadre de des assises, ils sont allés visiter certains départements dans des académies, dont des académies où justement il y a des circulaires déviantes sur la visite médicale des SIDA. Je sais qu'il y avait une question sur les infirmières qui sont devenues chefs. Elles sont devenues chefs d'établissement parce qu'elles ont passé par le concours de CPE. Il y avait une question dans ce sens-là dans le chat. Elles ne sont pas passées directement infirmières, passé le concours et devenues chefs d'établissement. Elles ont fait notre formation pour devenir CPE puis chef. Ou PLP. ou professeur. Mais une fois qu'elles sont intégrées, comme elles sont sur une grille salariale qui atteint la hors échelle A, elles peuvent prétendre au concours de chef d'établissement. Il y a une question sur la formation. Si on a j'imagine que c'est si il y a le master. Le salaire, c'est une question technique sur le salaire pendant la formation et que si on va nous remplacer si on a une formation. C'est s'il y a le master, j'imagine. Alors, sur le master, ce que propose le SNIC, c'est on avait fait tout un webinaire sur la question de la formation des infirmières. Nous, c'est la réussite au concours permet aux infirmières du corps de l'éducation nationale d'être reconnues comme une spécialité infirmière à part entière avec une formation universitaire qui est réalisée sous la double tutelle des INSPE, qui est réalisée sous le patronage des INSPE pour rester dans nos missions éducatives, mais avec une double tutelle santé, éducation nationale, de façon à doter les infirmières qui rentrent dans notre corps d'une formation non plus d'adaptation à l'emploi, qui n'est pas diplômante ni qualifiante, mais d'une formation statutaire quand elles sont dans leur corps, c'est-à-dire qu'elles sont employées stagiaires de l'éducation nationale et elles bénéficient, vous savez, les psychologues de l'éducation nationale ont eu ça pour longtemps, maintenant les enseignants vont l'avoir. Le concours des enseignants est sur licence. Ensuite, ils arrivent en poste. Bon, les enseignants seront en formation pendant 2 ans, mais nous, on est déjà infirmières diplômées d'État, donc on a des compétences professionnelles déjà acquises. Et du coup, pour adapter et spécialiser notre action infirmière au contexte de l'éducation nationale, avec toutes les valeurs républicaines, au fait que ce soit un élève, qu'il y ait un objectif de réussite scolaire, qu'on est aussi dans un contexte de protection de l'enfance, enfin, pour faire toutes nos missions, et l'accueil, l'écoute et tout ça, et ben du coup, on a une formation statutaire reconnue et qui débouche ensuite sur la reconnaissance d'un grade ou d'un diplôme de master qui permet d'ouvrir de la recherche sur les pratiques professionnelles des infirmières de l'éducation nationale par des infirmières, de façon à ce qu'on continue à évoluer en conséquence et dans le temps, et que ce soit des infirmières qui s'approprient leur propre métier, leur propre discipline. Et donc, c'est ensuite qu'on est stagiaire et on participe pendant 2 ans à des formations qui sont étalées avec des temps qui sont considérés comme des temps en stage, c'est-à-dire des temps en établissement et des temps en enseignement dans les INSPE après la réussite au concours, ce qui nous permet d'avoir une formation spécialisée et d'avoir un diplôme à la clé. Et parce que c'est souvent les questions qui arrivent derrière, oui, mais est-ce que toutes les infirmières de l'éducation nationale, moi je fais ça depuis 15 ans ou je suis à 3 ans de la retraite, j'ai pas envie de me taper un master? Non, parce qu'il existe la validation des acquis de l'expérience qui permettrait aux infirmières déjà en poste de valider les compétences acquises par leur expérience et de continuer. Par contre, pour les nouvelles arrivées dans notre corps, ça leur permet d'être salariés et de bénéficier de formations universitaires et en INSPE dans un périmètre qui correspond à leur lieu d'habitation. Et de faire des formations interprofessionnelles aussi, éducation à la sexualité, protection de l'enfance, tout ça, de travailler déjà dans leur formation avec des acteurs avec lesquels on va travailler dans les établissements ensuite derrière, ce qui nous permet de mieux nous connaître
et d'être plus adapté à notre contexte. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais c'est vraiment le Oui, c'était sens du mandat qu'on porte au SNICS. Alors, c'est le mandat du SNICS, hein, ça ne veut pas dire qu'après, si un jour on arrive à négocier cette spécialité, et peut-être qu'on l'aura aujourd'hui, on arrivera à avoir vraiment ce qu'on veut, comme on le veut et comme nous on le pense. Mais en tout cas, c'est la revendication que porte le SNICS, qu'on a envoyée dans toutes les académies, qu'on a retravaillé à notre dernier congrès et qui a été réaffirmée. Formation formateur. Après l'histoire de la formation, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de notre première formation syndicale sur la santé à l'école, on avait un thème sur le master et les intervenantes avaient comparé à la formation des professeurs des écoles anciennement instituteurs. Donc, les instituteurs pouvaient passer le concours pour être professeurs des écoles et les nouveaux entrants étaient automatiquement professeurs des écoles. Donc là, l'idée, ce serait de faire ce parallèle, de faire à peu près la même chose pour nous. On en parle après. Question sur les lycées pro, visites médicales dangereuses. Et quoi? Et on peut dire un médecin. Il y avait une question aussi sur la difficulté à s'approvisionner en pharmacie des médicaments d'urgence. Alors attendez, là je vois en Savoie, les infirmiers travaillent en bonne harmonie avec les médecins. Alors en fait, heureusement que sur le terrain, quand on est face à des êtres humains et qu'on travaille ensemble, généralement ça se passe bien. Nous, on vous parle des positions des représentants et donc des politiques des représentants des médecins de l'éducation nationale qui sont élus à peu près par 400 médecins. Lors des dernières élections professionnelles, il y a 400 médecins qui se sont prononcés et qui ont élu en représentants majoritaires deux syndicats, les médecins de l'UNSA, le SNMSU-UNSA, et les médecins du SGEN-CFDT, de la CFDT, du SGEN-CFDT. Et c'est ces représentants-là qui attaquent régulièrement les infirmières de l'éducation nationale. Et je tiens à le redire parce que on est obligé d'être dans une posture de défense. Et donc, pour certains, de devoir relégitimer les médecins avec lesquels ils travaillent, je tiens à le redire, les victimes, c'est les infirmières de l'éducation nationale. Nous, on passe pas notre temps à critiquer les médecins. On passe pas notre temps à demander aux médecins de faire notre travail. On passe pas notre temps à demander, voilà. Donc, il faut aussi remettre les choses. Ne nous accusons pas, nous, de ne pas vouloir travailler avec les médecins. Nous, on y travaille au quotidien. Voilà. Sur les questions de l'approvisionnement en médicaments du BO, on avait revu avec l'ordre des pharmaciens. Pour eux, il n'y avait pas de souci sur justement la délivrance des médicaments aux infirmières. Mais c'est vrai qu'il y a eu des soucis dans certains endroits où justement des médecins ont dit que c'était pas légal, que les infirmières ne pouvaient pas administrer de médicaments et du coup s'approvisionner en médicaments. Mais voilà, on travaille aussi avec l'ordre des pharmaciens pour justement régler le problème dans les pharmacies récalcitrantes. Oui. Mais encore une fois, il y avait une note de l'ARS, je me souviens en Bourgogne il y a quelques années, où ça avait commencé en Bourgogne, il y avait quelques endroits où ça avait bloqué, puis l'ARS avait refait une note, voilà. Donc sur la base d'un BO, les pharmaciens peuvent délivrer. D'ailleurs, ils ont carrément l'autonomie et la responsabilité de pouvoir délivrer tous les médicaments qui sont dans leur officine, y compris sans prescription médicale. Hein, ils sont docteurs en pharmacie justement pour ça. Alors, j'ai une question qui est importante. Est-ce que vous pensez qu'ils vont nous enlever complètement des établissements?
Alors ça paraît, moi j'ai beaucoup d'infirmières là dans nos déplacements académiques qui nous disent oui, mais avec tout le travail qu'on fait et l'importance qu'on a dans les établissements, ils ne peuvent pas nous enlever. Alors oui, je pense que ils sont conscients de l'attachement des chefs d'établissement, des enseignants, d'ailleurs notre fédération s'est exprimée à plusieurs reprises, de l'attachement aux infirmières. D'ailleurs, même le rapport de la Cour des comptes dit quoi? Les familles, le premier interlocuteur, l'interlocuteur identifié par les familles, et l'interlocuteur de confiance, c'est les infirmières, et c'est vrai. Et donc la communauté scolaire, elle nous soutient. Donc ils ne vont pas aller en disant on va enlever les infirmières des établissements scolaires. D'ailleurs, vous voyez que dans les propositions, on ne parle pas, mais on ne parle pas du renforcement de la présence des infirmières dans les établissements scolaires. On parle de quoi? On parle de pôle départemental et de pôle ressources. Le pôle, ce n'est pas l'établissement, le lieu de référence. D'ailleurs, dans l'académie où ils sont allés à Amiens, comme sur 3 académies ciblées, Amiens a servi d'exemple sur le pôle ressources parce qu'ils ont un pôle de coordination. Et dans les documents que vous trouverez sur le site de l'Académie d'Amiens, ce pôle de coordination des professionnels, le lieu de référence d'exercice et le CMS. Donc ça ne veut pas dire que les infirmeries scolaires vont disparaître du jour au lendemain. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, on va disparaître des établissements du jour au lendemain, mais ça veut dire que si on a un pôle ressources, notre lieu d'affectation sera de toute façon le département. Et après, on n'a pas parlé, mais on en parlera de la loi Gatel. La loi Gatel, c'est le transfert au département. Donc là, on n'est même plus affecté dans les établissements ni dans les départements de l'éducation nationale. On dépend des collectivités territoriales. Mais donc, si on est au service du bien-être, sur un pôle ressources, à la demande, à quoi sert l'infirmerie scolaire? On ne va pas y stocker des élèves sans la présence d'une infirmière. On va pas, voilà, donc nécessairement, ce qu'on affaiblit, c'est la consultation à la demande. Quand on est moins présent, il y a moins de sollicitations, et donc on va se rendre compte qu'au fur et à mesure, les élèves se tournent vers d'autres professionnels. Si ça marchait, ce serait très bien. D'ailleurs, la maison des adolescents, il n'y a pas d'argent pour les infirmières de l'éducation nationale, mais la maison des adolescents, elle double ses budgets, et c'est très bien comme ça. Mais pour vous dire que des fois, quand on tient une politique et qu'on y croit, on y met des moyens, et il y en a des moyens, et il y a des finances publiques pour certains acteurs. Donc nous, on en demande pour les infirmières. Parce que nous, on est persuadés que les élèves se tourneront nécessairement vers d'autres, mais que d'autres n'auront pas la même compétence et la même efficacité que ce qu'on fait aujourd'hui dans les écoles. La consultation à l'infirmière à la demande, c'est une vraie richesse. Et donc, on va petit à petit comme ça disparaître. D'ailleurs, ça a commencé dans les académies où, à moyen constant, vous êtes redéployés. Depuis des années, on ne crée plus d'emplois. Et quand il y a des établissements qui ouvrent, on ne crée pas de poste infirmier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On saupoudre encore davantage. Dans certaines académies, on n'a même pas attendu la réforme là, et vous avez dû le voir, Lionel, vous en parler. On parle du renforcement de la présence dans le premier degré. D'ailleurs, sur le questionnaire qui vous a été envoyé, on ne vous pose pas la question comme ça. On vous dit, est-ce qu'il faudrait intervenir avant de répondre aux problématiques installées? Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est à moyen constant, on envoie davantage les infirmières sur le premier degré. Donc, nécessairement, on déshabille les établissements scolaires du second degré pour utiliser le moyen infirmier davantage sur le premier degré. Donc, qu'est-ce qu'on disait dans les textes 2015? On dit, il y a des besoins sur le premier degré, mais pour ça, il faut créer des moyens. Et donc, c'est aussi changer le sens de recrutement des infirmières de faire ça. Parce que, pourquoi est-ce qu'on est affecté sur le second degré? Parce que notre sens de recrutement, c'est quoi? C'est la réponse aux besoins du jeune. À quel moment le jeune est en capacité, en maturité, d'avoir un besoin, une demande et d'aller consulter un professionnel? À partir des établissements du second degré. Et donc, c'est pour ça qu'on est affecté en priorité sur les établissements du second degré. Et donc, quand on nous dit qu'à moyen constant, on nous envoie sur le premier degré, on nous y envoie pour faire autre chose, sur un autre format. Et donc, nécessairement, ça change la nature et le sens de notre recrutement. Et si on n'est plus au service de la réussite scolaire et du bien-être sur un pôle ressources avec des élèves identifiés, la consultation infirmière à la demande, la présence de l'infirmière n'est pas la même et pas dans les mêmes modalités. Donc, on interviendra effectivement à la demande avec des adultes qui prendront des rendez-vous pour des enfants qui, le jour où on sera disponible, devront être disponibles pour parler de leurs problématiques. Vous voyez bien tout ce que vous allez perdre comme capacité d'action sur les jeunes.
Parce que notre capacité à nous, c'est de tirer le fil et de répondre aux besoins où eux, ils l'expriment. Parce qu'un jeune, il ne peut pas différer ses besoins comme le fait un adulte. Un jeune, il est en pleine construction. Voilà. Et donc, nous, on lui apprend déjà à verbaliser. Et en plus, il ne sait pas verbaliser de la même façon que le fait un adulte. Donc, ça passe aussi par les mots, ça passe par le somatique. Et c'est là où notre profession, il n'y a pas d'autres professions qui ont cette expertise-là. Ce lien entre le somatique et le psychique, c'est l'infirmière. Sur les internats, qu'on soit en internat ou en collège, en lycée, on sera toutes logées à la même enseigne. En plus, dans beaucoup d'académies, il y a ils enlèvent les postes d'internat. C'est pas ils redéploient, mais en tout cas, ils suppriment les postes d'internat. Ils suppriment les postes d'internat. Le poste de lycée reste, mais ils suppriment le poste de lycée. Et ça arrive de plus en plus, comme ils redéploient les postes. Ils créent pas, il y a un collège qui ouvre, ils créent pas un poste, ils redéploient. Du coup, il y a une infirmière qui va finalement faire 50% sur un collège, 50% sur un autre, plus leur secteur. On voit qu'on continue à moyen constant de saupoudrer, saupoudrer, saupoudrer. Donc, c'est pas un problème finalement de nous enlever des établissements. Ils le font déjà, voilà. Qu'on y est moins. En disant, bah si, il y a une infirmière, mais sauf qu'on n'y est pas à temps plein. On y est quelques heures. Ils enlèvent les postes d'internat. Ils suppriment du service public. Et nous, on n'est pas favorable à les accompagner dans ce sens. Excusez. Voilà. Je pense qu'on peut... Ouais. Oui, on va faire une pause bien méritée. Et on se retrouve à 14h. Non, il y a tout pour Sophie. Non, bah à 14h. 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 Sophie a prévu qu'elle arrive à Ok. Merci à toutes, à tout à l'heure. Les objectifs poursuivis par cette loi et ce travail et les enjeux du passage au Sénat. Grégory, je ne sais pas si tu m'entends. J'entends très bien. Voilà. Je te laisse la parole. Merci à toi pour ta présence et merci à toi pour ton engagement. Et c'est vrai que tu t'étais engagé au mois de janvier à travailler avec nous. Et je dois dire aux collègues que ton engagement, tu l'as tenu et je tenais aujourd'hui là officiellement à te remercier pour tout ce que tu as fait pour le SNICS et pour la profession en général. Merci à toi et merci au SNICS aussi de cette confiance. On arrive dans, je dirais, le dernier run de cette loi, même si derrière, il va y avoir des travaux réglementaires. Donc, comme tu l'as dit, il y a une procédure accélérée. La loi a été votée à l'Assemblée nationale et il faut le saluer, elle a été votée à l'unanimité, ce qui n'était pas gagné, ce qui donne un vrai pouvoir politique fort à cette loi. C'est-à-dire que malgré une Assemblée nationale très divisée, sans majorité, les parlementaires se sont unis pour voter cette loi. Elle a acté plusieurs choses importantes, des choses qui étaient prévues par la loi à l'origine et des choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure. Elle a acté une vraie reconnaissance légale de la consultation, du diagnostic infirmier et de la prescription infirmière. L'exercice illégal de la médecine, l'exception de l'exercice illégal de la médecine a été rétablie. Alors, quel était ce sujet? C'est un travail qu'on a fait justement avec le CIF et le SNICS là-dessus. C'est qu'en fait, dans le texte de base, il y avait marqué que l'infirmier peut, dans certains cas, avoir une exception à l'exercice illégal de la médecine. C'est-à-dire qu'il peut travailler sur du champ de la médecine, dans des cas précis, encadrés, légaux. Ça avait été enlevé et en fait, c'était un moyen de limiter l'action justement des infirmiers. Pourquoi? Les IPA sont dans ce champ-là aussi. Par exemple, si avec votre droit de prescription, vous devez prescrire un médicament à normalement prescription médicale obligatoire, ben, vous ne pourriez pas. Vous seriez mis en difficulté. Sur votre diagnostic infirmier, si demain vous deviez alerter, par exemple, le médecin, un établissement de santé, vous ne pourriez pas parce que vous seriez limité, vous seriez sur du champ médical. Grâce à ça, vous serez juridiquement protégé. Donc, c'est quelque chose qui avait été enlevé en commission des affaires sociales. Et le CIF et le SNICS ont agi de façon, je dirais, très vigoureuse
pour que ça revienne. Et ça a été revoté. C'est une vraie victoire. Sinon, la loi, elle était vidée de sa substance. Clairement, la loi, elle ne servait plus à rien. Il fallait arrêter, il fallait pas la voter, ça ne servait plus à rien. L'autre point le plus important, donc c'est quand même une victoire aussi du CIF et du SNICS qui est énorme. C'est peut-être le point le plus important de la loi, qui n'était pas prévu. C'est l'accès direct aux soins de premier recours. Donc les infirmiers pourront recevoir des patients directement et déclencher tout soin sur le rôle propre. Et le rôle propre qui va être agrandi grâce à cette réforme. Donc c'est assez énorme. Alors vous allez me dire, de base, le rôle propre, c'est un rôle qui est autonome pour l'infirmier. Mais depuis des années, par des protocoles, par des règlements, par du lobbying qui voulait dénigrer l'accès direct infirmier, l'administration centrale avait limité ce rôle. Maintenant, ils ne pourront plus. La loi est venue tomber là-dessus. J'avais très peur de ce sujet au Sénat. En commission des affaires sociales, au Sénat, ça a été protégé, ça a été précisé mais protégé. Et à ce stade, il n'y a pas d'amendement contre pour la séance publique du Sénat qui aura lieu tout à l'heure, qui aura lieu à peu près à 16 heures. Le rôle de coordination qui a été intégré, et surtout un des points importants qui avait été mis en avant et qui était un des combats, c'était la reconnaissance véritable des missions en santé scolaire et santé au travail. Alors comment ça a été fait? Donc c'est un amendement sur la santé scolaire qui a été travaillé directement avec le SNICS, qui vient à la fois, et c'est un petit peu l'astuce quand on porte un amendement, vous avez ce qu'on appelle le dispositif. Donc le dispositif, en fait, c'est quoi? C'est la loi. C'est le texte de loi qui est modifié. Donc c'était la reconnaissance des soins éducatifs. Mais en dessous, et tout aussi important, vous avez ce qu'on appelle l'exposé sommaire, qui n'apparaît pas dans la loi, mais qui reste dans le dossier de loi. L'exposé sommaire, c'est la justification de pourquoi on fait ce rajout. Et on l'avait travaillé, justement, avec le SNICS, pour mettre toutes vos revendications dedans. Et donc, dans l'exposé sommaire, et dans le dossier de loi, c'est marqué, il y a vos revendications qui sont mises dedans en disant, si nous faisons ce petit rajout, soins éducatifs, c'est parce que derrière, il y a tout ça. Ce qui veut dire que derrière, ça va vous faire une arme extrêmement forte de négociation avec l'administration centrale pour vos missions. Parce que ça veut dire que le législateur et la volonté du législateur, et quand on cherche à comprendre une loi, comment elle doit être appliquée, on va rechercher la volonté du législateur, apporter cet amendement. Et il faut savoir que c'est un amendement qui a été véritablement plébiscité. Donc, ça va être très, 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 très dur de revenir dessus. Alors, aujourd'hui, il y a un débat sur la partie soins relationnels reconnus comme mission d'infirmier spécifique. C'est-à-dire que les soins relationnels ont été mis à l'Assemblée nationale. Le Sénat a jugé que les soins relationnels étaient déjà mis avant, donc a supprimé une partie, mais pas tous les soins relationnels. Donc, il y a un débat sur ce sujet-là. Dans tous les cas, effectivement, ça reste, mais un petit peu diminué. Mais on pense qu'avec le retravail du Sénat, ça va être remis en avant. Et alors, le gros débat qui va avoir lieu cet après-midi, c'est l'aspect financier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un aspect financier qui avait été mis dans la loi par l'Assemblée nationale. C'est de faire que les textes d'application ne pouvaient sortir que quand il y aurait une renégociation financière. Le gouvernement porte aujourd'hui un amendement pour supprimer ça, pour supprimer ce point. Donc, supprimer la revalorisation financière. Alors moi, vous comprenez que c'est quelque chose qui m'a particulièrement, pas attristé, énervé. Je vais être un petit peu provoque là-dessus. Je crois que Safia me connaît, elle sait que je sais être un peu provoque. Quand il a été proposé aux médecins des nouvelles missions, on leur a proposé une évolution financière. C'est logique, on vous propose de faire des trucs en plus. Les médecins ont refusé les nouvelles missions. On dit on en fait assez. Eh bien, on leur a quand même donné l'argent. 2 milliards. 2 milliards. Aux infirmiers, on va donner des nouvelles missions, mais on ne vous donne pas l'argent. Donc en fait, moi j'ai juste envie, et ça n'engage que moi, quel est ce mépris de classe? Quand on est infirmier, on n'a pas le droit d'avoir une meilleure rémunération? Depuis des années, alors moi je suis juriste, donc je suis neutre, j'analyse ce qui se passe. Depuis des années, toutes les évolutions financières, toutes, vont vers les médecins libéraux. Et je dis bien médecins libéraux, parce que moi je suis un ancien juriste hospitalier, je travaille à l'hôpital. L'argent à l'hôpital, c'est compliqué d'en avoir. C'est très compliqué. Donc depuis des années, nous avons des personnes qui se disent libérales, c'est-à-dire et d'ailleurs, on le rappelle, il y a une autre loi en cours de discussion qui est la loi Garot sur la régulation des médecins. Ce sont la loi, les médecins libéraux, c'est la seule profession en santé au niveau libéral qui n'est pas régulée. C'est-à-dire qu'ils s'installent où ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas d'obligation, ils sont remboursés par la Sécu et ils peuvent faire des dépassements d'honoraires s'ils le souhaitent. Ils ne veulent pas être régulés. Quand on leur a proposé une meilleure rémunération pour aller dans les déserts médicaux,
ils ont refusé. C'est-à-dire que quand ils nous disent on veut bien de l'incitation, non, ils l'ont refusé. Et le gouvernement leur a débloqué quand même 2 milliards. Moi, aujourd'hui, je le dis, si le gouvernement fait passer cet amendement, c'est totalement illégitime. C'est totalement, je vais être clair, c'est totalement illégitime, c'est une forfaiture. Comme l'ont très bien dit certains syndicats infirmiers notamment, ne nous obligez pas à renégocier cette partie-là dans la rue. Voilà, je le dis clairement. Je ne peux pas, parce qu'en plus, c'est même pas une obligation de résultat, c'est même pas dans l'amendement, il faudra donner tant d'argent aux infirmiers. C'est de dire, il faut faire des négociations. Ça veut dire qu'il y a une négation même de la négociation. Donc, c'est pas acceptable. Quand on sort 2 milliards juste avant les élections européennes, pensant que ça va vous faire gagner les élections européennes pour les médecins, on ne peut pas dire aux infirmiers, vous n'aurez pas un seul euro. C'est pas acceptable. Parce que derrière, ça veut dire pas un seul euro pour les infirmiers, mais ça veut dire aussi pas un seul euro pour les établissements de santé, notamment les établissements scolaires qui veulent revaloriser les salaires et qui ne pourront pas. Parce que c'est ça le sujet en fait. C'est derrière, par exemple, pour les salariés à l'hôpital, c'est tracer une enveloppe pour les salaires permettant d'être plus compétitifs. Ça veut dire qu'on nie ça, encore une fois, pour les médecins libéraux, c'est pas acceptable. Voilà, c'est pas acceptable. Donc, comme je le redis d'ailleurs personnellement, hein, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, je suis aussi, à titre personnel, un soutien de la loi Garot de régulation. On régule les infirmiers, on régule les pharmaciens, on régule les kinés. Pourquoi ne pas réguler les médecins, sachant que c'est une régulation dans les endroits où où il y aurait trop de médecins, c'est-à-dire 10% du territoire, et parfois à 20 km, vous pouvez vous installer. Bref. Donc, pour revenir sur la loi infirmière, c'est une loi qui reste très ambitieuse au Sénat, même si ce point-là, moi, m'embête. Il y a des amendements qui sont portés, et les débats vont être importants, il y a des amendements qui sont portés par un grand nombre de sénateurs et de sénatrices sur le fait que vous puissiez devenir à la fois spécialité ou pratique avancée. Ce qui va être intéressant, ça va être les réponses à la fois des rapporteurs et les réponses du ministre. Alors, on nous a dit sur que la commission, alors malheureusement, les rapports en commission au Sénat sont toujours un peu obscurs, qu'il avait été dit qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait déjà fait rajouter ces petits points comme éducatifs à la santé permettrait pour vous d'accéder au statut de spécialité. Sur le fond juridique, c'est vrai. Sur le fond juridique, c'est du réglementaire. C'est-à-dire que si demain, le gouvernement décide de dire sur telle partie, nous estimons que ça doit être une spécialité, et donc derrière, vous labellisez spécialité avec des actes spécifiques, ils peuvent. Mais, comme vous vous en doutez, j'ai une confiance somme toute limitée dans l'administration centrale. Si on arrive à le faire passer par la loi, c'est mieux. Voilà. Parce qu'encore une fois, je préfère qu'ils n'aient pas le choix. Moi, ce qui m'embête, alors pardonnez-moi, hein, je suis un juriste, ce qu'on apprend en première année de droit, c'est la séparation des pouvoirs, ce qui est d'ailleurs le cœur de notre démocratie. Le législateur, il légifère. C'est lui qui fait le choix. L'administration, elle exécute. Elle n'a pas le choix. Elle exécute ce qu'a choisi le législateur. Depuis trop d'années, l'administration fait sa propre loi sans tenir compte du législateur qui est élu par le peuple de façon directe ou indirecte. Et donc ça, c'est un vrai souci. Voilà, c'est un vrai souci. Et moi, j'espère que, voilà, vous l'avez mis, l'article additionnel. Moi, j'espère que cet article va soit être voté et conservé dans le texte, soit qu'on va nous dire, de façon très claire et très précise au Sénat, il n'y en a pas besoin, car au regard de ce qui a été fait, oui, infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est une spécialité. Et là, dans ce cas-là, ça voudra dire que vous, votre action en tant que syndicat sera derrière d'écrire au ministre en disant, bon, ben, on a noté, on y va. Parce que c'est ce que vous avez dit devant les parlementaires. Donc, vous êtes obligé de le faire. Donc, c'est pour ça que l'étude de cette partie-là, elle est vitale. Moi-même, je serai dans l'hémicycle tout à l'heure pour suivre les débats, et je vous tiendrai évidemment au courant au fur et à mesure. Je pense que c'est extrêmement nécessaire, cette reconnaissance. Vous avez un travail spécifique, je le dis encore une fois, on parle de la santé, de la prévention et de l'éducation thérapeutique. Votre métier, il est essentiel pour la France, il est essentiel pour les Français. À un moment où
les jeunes regardent plus les conseils santé sur TikTok. Alors vous allez dire, c'est le vieux qui aime pas TikTok. Non, moi aussi, je regarde TikTok pendant des heures. Mais où les conseils santé sont sur TikTok et disent n'importe quoi. Où les réseaux sociaux véhiculent beaucoup de fake news. Vous êtes le rempart face à cet obscurantisme. Vous êtes celles et ceux qui pourront porter véritablement la vérité scientifique auprès des jeunes enfants, auprès des étudiants. Il faut vous en donner les moyens. La France doit vous en donner les moyens. C'est encore une fois, si on veut être un pays dans l'excellence en termes santé, on ne peut pas se passer de financer convenablement votre corps de métier. Ça serait une aberration de ne pas le faire. Donc il faut s'en donner les moyens et il faut vous reconnaître en tant que spécialité. Donc c'est quelque chose qu'on portera et qu'on continuera à porter, évidemment. L'autre point, évidemment, derrière, vous avez d'autres articles, mais je passe un petit peu vite et après je répondrai à vos questions. Vous avez d'autres articles sur les IPA qui vont aller un petit peu plus loin. Vous avez plusieurs amendements sur l'impact environnemental, comme on l'a dit, que sur les soins relationnels, l'autonomie infirmière pour renforcer encore plus. Là aussi, ça va être intéressant. Parce que s'ils disent, non, mais on ne prend pas votre amendement autonomie, mais que derrière nous disent, mais parce que c'est déjà satisfait, parce que vous êtes autonome et vous êtes sous votre pleine responsabilité. Pas de souci, on prend ce qui est écrit et ça a force de loi. C'est dans l'intention du législateur. Donc ça aura une force là-dessus. Tout le débat va être sur la pratique avancée après. C'est à partir de l'article 2. L'article 1, c'est le corps infirmier de base et l'article 2, c'est les IPA. Il y a aussi un article qui se fait un peu détricoter sur l'expérimentation accès direct au-delà du rôle propre. Ça, on pourra y revenir, on pourra en discuter sans aucun souci. Sur la pratique avancée, en fait, il y a vraiment plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu du lieu, permettre des nouveaux lieux, notamment effectivement en établissement, de faire de la pratique avancée. Il y a l'enjeu pour les spécialités infirmières, IBOD, IAD et PUER de devenir en pratique avancée, c'est une de leurs demandes récurrentes. Et il y a aussi quelque chose un amendement qui est porté, c'est sur une possibilité d'avoir une vision populationnelle sur la pratique avancée. Populationnelle, ça veut dire quoi? Le sujet âgé, le sujet jeune. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? La loi, elle passe ce soir, il débat des amendements, il n'y a pas beaucoup d'amendements. Donc, en termes calendrier, il n'y a qu'aujourd'hui prévu, donc que cet après-midi. Ça commence à 16 heures. Normalement, la loi devrait être votée ce soir. Il y a de fortes chances qu'elle soit votée positivement. Parce que, effectivement, même si le Sénat a historiquement toujours été une chambre plutôt hostile à l'évolution infirmière, aujourd'hui, en tant que représentants des collectivités, ils ont entièrement conscience du fait qu'ils doivent faire évoluer la profession infirmière. Il y a d'ailleurs eu une prise de position très forte de l'Association des maires de France pour soutenir la loi infirmière, en disant pour nous c'est essentiel. Donc ça c'est énorme. Derrière, si elle est votée, si cette loi est votée, il va y avoir ce qu'on appelle une CMP, donc commission mixte paritaire. Vous avez des représentants de l'Assemblée nationale et des représentants du Sénat qui se réunissent et qui voient s'ils arrivent à se mettre d'accord sur un texte. C'est-à-dire chaque ligne du texte qui n'ont pas été votées de la même façon à l'Assemblée nationale ou au Sénat, donc quasiment tout là, va être mis en discussion. Et c'est là où, par contre, on ne voit rien parce que c'est dans le secret des chambres, et il faudra qu'on continue cette phase de lobbying à ce moment-là, ils peuvent enlever des choses ou remettre des choses par rapport au texte initial. Donc il faudra être sûr que les avancées qui ont été mises restent. Donc il y aura une nouvelle action à faire du SNICS et du CIF à ce moment-là, c'est-à-dire pendant la phase de CMP. Une fois que la phase de CMP est passée, imaginons ce qu'il faut espérer, le CMP et la commission mixte paritaire tombent d'accord, ils ont un texte. Le texte repasse à l'Assemblée et au Sénat, mais pour un vote simple. C'est-à-dire qu'on ne refait pas article par article, il n'y a pas d'amendement, c'est juste on vote le texte ou on ne le vote pas. Si ça marche, derrière le texte est adopté, alors là, il faut toujours faire attention, est-ce que des personnes saisiront ou pas le Conseil constitutionnel? Est-ce que le Conseil constitutionnel censurera ou pas? Normalement, voté à l'unanimité, il ne devrait pas y avoir de saisine du Conseil constitutionnel. On ne sait jamais. Et après, il est publié. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il faut effectivement que l'administration sorte rapidement les textes d'application. Ce qui veut dire en fait que dans les phases de combat et de combat syndical, il en reste encore quelques-unes. Il y a la phase influence sur la commission mixte paritaire.
et la phase influence sur la publication des textes réglementaires. En prenant en compte, parce qu'on sait très bien que le ministère a déjà avancé sur le texte réglementaire, mais pour bien leur faire prendre compte des avancées du législateur. Voilà un peu le parcours. Et moi, comme je le dis tout le temps, jusqu'à ce que le texte réglementaire soit publié et que les délais de recours, parce que pareil, des gens pourraient attaquer, des syndicats de médecins pourraient attaquer ces textes. Jusqu'à ce que les délais de recours soient passés, il ne faut pas baisser sa garde. Et je vais même le dire très clairement, le combat infirmier, profession majoritairement féminine, est comme le combat pour le droit des femmes. Il faut se battre continuellement. Rien n'est acquis dans le marbre. On voit à quel point, à tout moment, ça peut être remis en cause. Donc c'est un combat perpétuel. Il ne faut jamais désarmer. Voilà un peu pour le résumé. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup et j'en profite là, j'ai reçu une information donc juste sur notre amendement, on avait compté, hein, on a 137 sénateurs qui le soutiennent. Et on voit bien qu'on a en fait on a la gauche du Sénat mais qui n'est pas majoritaire qui nous soutient, je veux résumer, hein. Et en revanche on a pour l'instant pas la position officielle du groupe Les Républicains, ni les indépendants République et Territoires, ni les démocrates progressistes indépendants. On a réécrit aux sénateurs en leur demandant d'avoir une attitude transpartisane pour essayer de récupérer quelques votes. On a réinterpellé la ministre de l'Éducation nationale, mais le gouvernement pour connaître leur position sur le gouvernement. En ce moment-là, il y a la commission des affaires sociales qui serait réunie pour émettre ses avis sur les amendements qui sont déposés. On pense que la commission, elle va tenir la même position que celle qu'elle a tenue, c'est-à-dire de dire que c'était déjà réalisé la spécialité infirmière à l'éducation nationale. Bon, on a redonné une note argumentaire aux sénatrices qui nous avaient donné cette information, cet argument qui leur a été donné. Et on a un souci, on a réinterpellé encore tout le week-end le cabinet de la ministre de l'Éducation nationale pour connaître sa position. Et ce matin, alors même qu'on était en visio. La conseillère santé de la ministre s'est trompée en pensant écrire à un conseiller, elle nous a répondu à nous. Et donc, elle n'est pas au courant de la discussion à l'Assemblée nationale, elle n'est pas au fait des tenants et des aboutissants, il ne savait pas quoi nous répondre sur nos demandes. Et c'est là où ça devient un petit peu grave, c'est que du coup, c'est le ministre de la Santé qui va se positionner, ce qui n'est pas complètement incongru puisque c'est une loi de santé. Mais le ministre de la Santé, on a reçu ce matin sa position. Et comme ça, vous aurez tous les éléments tels que nous, on les a reçus. On les a reçus par un sénateur qui a sollicité pour connaître la position du ministre. Et donc, si le ministre, donc je parle de Yannick Neuder, donc il y aura très certainement un avis défavorable du gouvernement sur notre amendement, puisque si le ministre comprend pleinement l'intention qui vous anime, donc à la sénatrice, qui n'est pas une sénatrice de gauche, par ailleurs, je souhaite toutefois attirer votre attention sur les conséquences que pourrait entraîner une telle mesure. En effet, la création d'une spécialité assortie d'activités ou d'actes exclusifs risquerait de restreindre significativement le vivier d'infirmiers et d'infirmières habilités à exercer dans ce champ. Cela aurait pour effet de réduire des ressources humaines déjà limitées et de fragiliser l'organisation actuelle des équipes, aujourd'hui principalement composées d'infirmiers généralistes. L'introduction de ce dispositif pourrait ainsi engendrer un risque réel de contingentement. Non pas qu'il faille balayer d'un revers de main cette mesure qui poursuit un objectif de premier plan, à savoir la prise en charge des besoins sanitaires de nos jeunes, mais à ce stade, la situation de tension des ressources en professionnels de santé ne permet pas de l'envisager. Bon, après, la sénatrice nous dit qu'elle maintiendra son amendement en séance et qu'elle le défendra. Et là, c'est bien au contraire, nous, notre position, c'est de dire que les infirmières de l'éducation nationale, elles partent de l'éducation nationale ou elles n'y restent pas parce que justement, elles manquent de formation adaptée, là où eux, ils y voient un assèchement du vivier. Donc, on est vraiment encore
sur une conception du soin et du rôle de l'éducation nationale qui est assez limitée. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Grégory, je te livre ça comme ça à chaud, mais on l'a reçu ce matin pendant qu'on parlait à nos collègues, donc moi j'en ai pris connaissance là sur le temps du déjeuner. On va très certainement avoir un avis défavorable du coup du gouvernement, défavorable de la commission, une ministre de l'Éducation nationale qui ne pèsera pas puisque sa conseillère santé n'était pas au courant. Voilà, il va falloir agir. Enfin voilà, on espère que nos courriers du week-end auront porté et que la lettre qu'on a fait aura porté auprès de quelques sénateurs, mais la spécialité infirmière de l'éducation nationale, c'est pas gagné. En fait, moi, je trouve que je vais être un peu cash, c'est très significatif de cette loi. C'est très significatif de cette loi, c'est très significatif de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons, en fait, en 2020, lors du Covid, a commencé évidemment la réflexion de faire évoluer la profession infirmière parce que justement, régulièrement, on la faisait évoluer par rapport aux crises. Et c'est souvent par rapport aux crises hein, qu'on fait évoluer les choses. En 2021, Olivier Véran annonce la réforme. Et en fait, je trouve qu'il y a une non-préparation générale à tous les pans de la profession infirmière. Déjà, on a fait la loi IPA, qui est très bien. Elle aurait pu être mieux, elle a été un peu censurée au Sénat, mais elle est très bien. Mais on a fait la loi IPA, on a fait l'évolution aide-soignant, et on fait après infirmier. Ça n'a pas de sens. Il aurait fallu faire infirmier, puis IPA et aide-soignant. Ensuite, on pense au corps infirmier, mais on ne pense pas aux autres professions, aux spécialités potentielles. Et c'est vraiment une impréparation globale, une méconnaissance de ce système, alors, qui est aussi due à l'instabilité politique du pays. On ne va pas se mentir non plus. On ne va pas se mentir. Emmanuel Macron, quand il a été réélu, n'avait pas de majorité à l'Assemblée. Il avait une majorité très, très fine. Et il lui manquait quelques députés, donc il a un peu dealé à droite à gauche. Là, maintenant, il n'y a plus de majorité qui se dessine. Donc, on ne peut pas avoir, comme on avait l'habitude, quelqu'un qui arrive avec une vraie vision et qui défait. Mais ce qui est dommage, c'est que ça a tellement peu été préparé, ça a tellement été reporté, puis reporté, puis reporté. On nous a dit ensuite qu'effectivement, le ministère y a travaillé, mais il n'y a pas eu cette vision que moi je déplore de gradation des soins, qui d'ailleurs est quelque chose qui serait à même de rassurer la totalité des intervenants en santé, les pharmaciens, les médecins. C'est de dire oui, il y a le socle de base, infirmier, et il y a des métiers très spécifiques au-delà. Et là-dessus, lesquels sont spécialités, lesquels sont IPA, et pareil, cette réflexion globale qui manque de qu'est-ce qu'être IPA, qu'est-ce qu'être spécialité. Si je devais résumer, quand on regarde les autres pays ou les autres professions, je vais comparer par rapport aux sages-femmes hein, en France. Les sages-femmes, c'est une profession médicale à compétences spécifiques. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sur l'entièreté du champ médical, elle est sur une partie du champ médical. Aujourd'hui, les spécialités devraient être des professions infirmières avec compétences médicales sur des champs spécifiques, ce que vous-même devriez être. Et les fonctions IPA devraient être sur une vision plus généraliste. Le mot généraliste va énerver, parce que si je dis que les IPA sont des personnes à compétences potentiellement médicales généralistes, les médecins généralistes ne vont pas être contents. Encore une fois, pourquoi fait-on des lois? Pourquoi réforme-t-on? Est-ce que c'est pour faire plaisir à telle ou telle profession ou est-ce que c'est pour favoriser l'accès aux soins, avoir une population en bonne santé? Bon, moi je choisis plutôt la deuxième possibilité. Donc là, ce qui veut dire tout simplement, c'est qu'on a des ministres qui ne maîtrisent pas, des ministres qui se disent oh là 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 là, il faut faire des économies. Donc si on fait ça, ça veut dire qu'il faut parce que plus de diplômes, il faut plus d'encadrement, plus de reconnaissance, donc une meilleure revalorisation financière. Et donc on ne veut pas. J'ai envie de dire, il fallait y réfléchir avant de donner 2 milliards aux médecins libéraux. Voilà. Non mais voilà, je tape toujours là-dessus parce que quand on dit qu'on n'a pas d'argent, en 3 semaines, on a débloqué 2 milliards pour les médecins libéraux avant les élections européennes pour essayer de calmer leur grogne et leur grève. On a réussi, et c'est très bien parce qu'ils étaient trop mal payés, à régler en 24 heures la grève des médecins hospitaliers sur la permanence des soins. Et c'est très bien, parce que la permanence des soins dans l'hôpital public est très mal rémunérée. Donc aujourd'hui, c'est une question de volonté politique. Donc effectivement, il va falloir continuer. Légalement parlant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de passer par un vecteur législatif. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à le faire passer par la loi,
on pourra toujours le négocier au niveau réglementaire. Donc, que ça soit avec ce gouvernement ou avec un autre, il faudra continuer le combat. Merci Grégory. Je ne sais pas si les collègues ont accès au chat parce que moi, du coup, je ne le vois pas. Il faut l'ouvrir. On va l'ouvrir. Grégory, je pense que tu vois le chat. Je Non. vois le chat. Alors, attendez, on va essayer. Voilà. Peut-on décider? Voilà, bon. Dans certains... Ah oui, bon là, en fait, il y a des réactions principalement sur l'intervention tout à l'heure de Sophie. N'hésitez pas à mettre vos... Après, plus bas. Ah oui, là, je ne le vois pas, moi, le chat, effectivement. Ah ouais, c'est bizarre. Je ne vois rien. Je vais pas panélistes. Non, parce que les panélistes, c'est que quand tu es En grand webinaire. Ah d'accord. Ah oui, parce qu'en fait, on n'est pas en grand webinaire, on est en grande réunion, donc tu n'es pas D'accord. panéliste, tu es qu'on te mette co-hôte pour que tu puisses voir le chat, mais il n'y a pas énormément de questions. Je pense qu'il faut si tu as encore un petit peu de temps, je vois que l'heure tourne, mais nous, on a eu beaucoup de questions ce matin et moi, je pourrais compléter après, mais de reprendre un petit peu le travail qu'on a fait sur les IPA et notamment les IPA en établissement scolaire. Parce qu'on va avoir beaucoup de questions, nous, là-dessus derrière, mais aussi, surtout, parce que peut-être que c'est la seule chose qui restera dans cette loi, puisque notre amendement, on ne sait pas voilà, s'il sera voté. Et encore une fois, on l'espère et on a tout fait pour, mais voilà. Ce qu'il y a sur les IPA, il faut quand même qu'on informe nos collègues, parce que ça, on ne l'a pas fait, que là où c'était IPA en milieu scolaire, oui, IPA en santé scolaire, en équipe de santé scolaire, on a fait inscrire IPA en établissement scolaire pour éviter la survenue potentielle d'un service médico-centré. Le problème là aussi, c'est qu'ils ont rajouté au Sénat une coordination médicale, donc qui s'appelle pas coordination médicale et peut-être il y a marqué lien, donc je ne sais pas s'il y a une définition juridique du lien, mais de quelle implication veut dire en lien avec un médecin. Donc le Sénat a rajouté, j'ai trouvé que la commission des affaires sociales du Sénat, elle avait quand même un angle assez médico-centré, notamment Monsieur Chassin et d'autres qui ont ajouté un petit peu, qui se sont assurés de la coordination des médecins un petit peu partout dans le texte, en tout cas dans l'intention de coordination. Et ça va avoir des conséquences sur l'exercice potentiel des IPA en milieu scolaire, ou en tout cas sur les revendications que nous, on peut avoir derrière. Et on va avoir aussi, nous, un gros souci à l'éducation nationale, qui est que l'autre syndicat représentatif des infirmières de l'éducation nationale, qui est le SNIES-UNSA, qui jusque-là était sur la même position que nous, c'est-à-dire la spécialité pour tous. C'est un syndicat avec lequel on était en intersyndical depuis à peu près toujours. Là, c'est positionné au groupe de travail infirmier sans qu'on le sache. On l'avait d'abord invité à cette journée dans nos actions et nos amendements à le faire en intersyndical et dans les actions qu'on mènera encore derrière en intersyndical. Mais du coup, ils sont arrivés à cette journée de discussion sur les assises de la santé scolaire avec un nouveau mandat. Entre-temps, ils ont changé leur mandat. Et eux, ils sont favorables aux IPA en santé à l'école, en santé scolaire. Mais ils sont favorables surtout au fait que les infirmières, qui sont actuellement les infirmières conseillères techniques, deviennent les chefs de service et donc sont l'autorité hiérarchique des infirmières, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'était pas le cas, ce qui a été un petit peu le cas à l'éducation nationale à une époque, qui a été arrêté par le Conseil d'État parce que ça crée des injustices et des difficultés et que le professionnel auprès de qui on travaille et qui peut évaluer notre valeur professionnelle, c'est le chef d'établissement. Mais donc, du coup, là, on va se retrouver avec un syndicat qui représente un tiers de la profession, qui défend des IPA. Et dans la tête de l'administration, très rapidement, les IPA sont devenus les infirmières conseillères techniques dans leur mission de coordination des actions et des actions des autres infirmières. C'est bien sûr défendu par une association qui est la Sophise et qui est une association d'ailleurs qui a rendu un écrit dans le cadre de cette loi et qui avait été auditionnée par Dubré-Chirac.
C'est une association toute naissante, toute récente, mais qui a un lien très fort avec l'association des Lactiniennes, l'ancienne association des infirmières conseillères techniques. Et nous, on est particulièrement opposés à ça. Pour nous, l'infirmière de l'éducation nationale, elle est autonome. Elle est de catégorie A, donc elle organise son travail, elle se coordonne et elle est pleinement responsable de tous ses actes sans qu'une infirmière n'ait besoin d'évaluer ses compétences professionnelles, toutes celles qui sont acquises par son diplôme. Et donc du coup là, je voudrais savoir un petit peu, voilà, ton avis toi sur le lien qui a été rajouté, le lien avec un médecin, et sur cette structuration de type service où les IPA finalement à l'éducation nationale ne seraient que 140 parce que ça correspondrait aux infirmières conseillères techniques. Alors, Voilà. déjà, effectivement, le docteur Chassin a très très bien travaillé pour sa corporation. Exact. Voilà. Non, mais on va être clair, c'est-à-dire que tous les amendements portés par le docteur Chassin sont pour dire attention, il ne faut pas que les infirmiers soient trop autonomes. Ouais. À un moment, c'est un vrai souci, c'est-à-dire que normalement, on est censé se positionner comme sénateur pour sa collectivité, pas pour sa corporation. Le lien, moi, je veux bien qu'il y ait des liens. Je veux bien qu'il y ait des liens, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais derrière, comment on fait quand il n'y a pas quand il n'y a pas de médecin, quand on n'y a pas accès? Vous savez, moi, c'est comme en EHPAD quand on me dit non, non, mais il faut absolument un lien avec les médecins généralistes. Non, mais la réalité, c'est que en EHPAD, les médecins généralistes, à 80%, ils s'y déplacent pas. Ils voient pas les patients, ou quand ils passent, ils les voient pas, ils valident des soins qu'ils n'ont même pas regardés. Donc, à un moment, il faut être dans la réalité, il faut arrêter. Alors là, le lien qu'ils ont voulu mettre, de l'argumentaire, c'est de dire qu'il faut au moins un lien, c'est-à-dire le prévenir. C'est un peu comme, vous voyez, il y a eu il y a eu l'arrêté des prescriptions IPA, où il est marqué en concertation avec un médecin, ne peut pas être reconduit sans la concertation, ça veut dire quoi? C'est un appel, c'est une discussion. Après, là, il ne faut pas que l'administration derrière surinterprète. C'est tout le danger. C'est-à-dire que l'administration dise, sorte une circulaire, non mais attendez, en fait le lien c'est qu'il faut qu'il y ait un protocole de signé, et derrière on sait très bien comment ça se passe. Les IPA en ont souffert pendant des années, c'est les médecins généralistes qui ne voulaient pas que les IPA s'installent, faisaient de la rétention de protocole, en disant je ne signerai pas de protocole. Et ça empêchait l'accès aux soins. Donc moi je vais être clair, ce rajout, il est pas à propos. Je vais vous lire exactement ce qui a été dit dans les débats, parce que ça a été marqué. L'amendement COM 94 vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif pour expliciter que l'exercice à pratique avancée au sein d'établissements scolaires doit non seulement avoir lieu en équipe professionnelle, mais également en lien avec un médecin. Ce dernier pourra être notamment médecin scolaire ou médecin traitant de l'enfant. Donc, ils n'en disent pas plus. Si on en reste là, le lien veut dire l'info. Veut dire l'info. Vous avez pris en charge, transmettez l'info. Là, moi, je dis pourquoi pas, mais c'est superfétatoire. C'est ce qu'on fait dans tous les cas. Pourquoi pas? Encore faut-il que l'enfant ait un médecin traitant. Encore faut-il qu'il soit connu. Comment on fait dans ce cas-là? Donc, alors après, ils disent le médecin de l'établissement, ils disent ça. Ce qu'il faut en tout cas, c'est effectivement cranter et avoir une souplesse de l'administration. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de médecin traitant, que le médecin qu'on puisse trouver fasse l'objet de l'information, un médecin qui a suivi déjà l'enfant. Encore une fois, c'est déplorable, c'est pas intéressant, et on a envie de nier la réalité du pays, c'est-à-dire que le pays n'a pas de médecin. D'ailleurs, petite anecdote, vous avez vu que l'Ordre des médecins a déclaré que dans 10 ans, il y aurait trop de médecins. Ça m'a fait doucement rire. En fait, la profession, encore une fois, c'est pour protéger les médecins libéraux, hein, soyons clairs, l'Ordre des médecins roule pour les médecins libéraux. Tout ce qui sort dernièrement, c'est pour protéger les médecins libéraux. On les a vus prendre. Normalement, un ordre n'est pas censé se mêler de syndicats. Ils se sont mêlés des grèves des médecins libéraux sur la loi Garot. Par contre, la grève des médecins hospitaliers pour la permanence des soins, ça ils ont pas regardé. Ça les intéressait pas. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a les médecins qui disent ne mettez pas plus de médecins, on sera trop nombreux. Il n'y aura jamais trop de médecins. Le seul point qui est intéressant, c'est qu'il y aura de la concurrence. Et s'il y a de la concurrence, pour avoir le choix de son médecin, réellement. Ce sont des libéraux, qui soient libéraux jusqu'au bout. Quand on est libéral, on n'a pas peur de la concurrence. Ou alors on n'est pas libéral.
Voilà. Mais je suis prêt à leur faire un petit cours sur qu'est-ce que c'est que le libéral et le droit en libéral. Donc derrière effectivement ce lien, il faudra se battre et se battre fort pour dire attention, l'intention du législateur, ce n'est qu'un lien, c'est-à-dire une info. Quitte même, vu que ça a été porté et argumenté par Madame Anne-Sophie Romani, rapporteure, quitte même à lui poser la question à Madame Romani en disant, vous avez porté cet argument, que signifie pour vous le lien? Mhm. Et derrière, fort de la réponse de Madame Romani, si elle vous dit non mais le lien c'est juste une info, de l'envoyer à l'administration en disant le législateur, c'est ça qu'il veut, pas autre chose. Parce que là aussi, il ne faut pas que l'administration se mette à surinterpréter. Voilà. Alors, vous allez me trouver toujours un peu dur avec l'administration centrale, mais c'est quand même l'administration centrale qui a collé aux IPA le protocole d'installation qui a empêché des centaines d'IPA de s'installer, et ça, c'était sans base légale. C'est-à-dire, c'est une invention d'administration. Mhm. La priorité, encore une fois, c'est l'accès aux soins des patients. Et pour vous, l'accès aux soins des étudiants, des enfants qui auront largement besoin de vous face à tous les enjeux qui se présentent face à eux. Encore une fois, je ne le répéterai pas assez, mais la désinformation sur les réseaux sociaux, au niveau santé, elle est dramatique. Et ils auront que vous, hein, parce que les parents sont dépassés par ça. Ils auront que vous pour les protéger de tout ça et pour leur donner les vraies données scientifiques. Et c'est aussi pour ça que je suis heureux de travailler avec vous, parce que c'est un combat pour éviter l'obscurantisme scientifique. Ouais. Et vous serez garant, justement, de la science et auprès de ces enfants. Oui, on le voit au quotidien. Mhm. Alors, je vais être obligé de vous quitter parce que je Oui, pars au merci. Sénat, justement. Je, je- Merci. je vous tiendrai au courant, évidemment. Merci beaucoup, Grégory. Merci pour ton intervention et ton franc-parler, puis voilà, la facilité avec laquelle tu peux expliciter cette loi. On a maintenant encore un peu de temps devant nous. Peut-être que ça peut être intéressant, je ne sais pas, on aura d'ici une demi-heure, on a Brice Cassel qui viendra et on repartira sur les assises et un petit peu la poursuite de nos actions. Peut-être que vous avez des questions. Il y a une question sur l'évaluation pour chef d'établissement et non pour une infirmière, quand on a parlé de la hiérarchie infirmière, qui posait parfois problème, qui était compliquée. Alors, ouais, attendez. Juste pour terminer avec l'amendement sur la spécialité, et après j'irai là-dessus. Là, bien sûr, le diaporama, on le met toujours sur notre site, hein, donc vous l'aurez. Mais c'est important pour vous, sur les territoires où vous vivez. Là, vous avez les signataires de l'amendement, c'est-à-dire tous les sénateurs qui sont officiellement favorables et qui ont donné leur signature au dépôt de l'amendement qui a été réalisé par le SNICS en lien avec Grégory et qui est soutenu officiellement par le Collège infirmier. Donc là, on voit tous ces noms-là, donc ceux que vous connaissez. Et évidemment, et parce qu'il va y avoir encore une loi, admettons, si le Parlement n'est pas dissous, s'il n'y a pas une dissolution, de l'Assemblée, on aura très certainement une autre loi infirmière qui arrivera, elle sur la formation et les compétences des infirmières. On ne sait pas si elle passera, c'est aussi une proposition de loi parlementaire, mais bon, elle peut passer, et en tout cas, si elle passe, elle arrivera de nouveau. Donc, c'est important pour vous que vous notiez, parce que quelquefois, vous les croisez, vous les reconnaissez, et vous les connaissez par ailleurs. C'est important de noter que là, pour le coup, c'est la droite du Sénat, donc le groupe Les Républicains, les Indépendants et les Territoires, le Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. C'est notre profession vote majoritairement à droite, donc c'est les élus pour lesquels notre profession vote qui, à l'heure actuelle, bloquent la spécialité des infirmières de l'éducation nationale, mais c'est aussi eux qui ont bloqué pas mal d'amendements d'émancipation sur lesquels on n'est pas revenu par manque de temps. Grégory n'a pas pu revenir, mais
on avait déposé, au-delà de l'amendement à proprement parler des infirmières de l'éducation nationale, vous savez que le SNICS, il a ce mandat et dans son objet, c'est de défendre l'infirmière en général et sur les 3 fonctions publiques, mais aussi toutes les infirmières, et de participer à l'émancipation de l'infirmière dans un objectif, l'amélioration des politiques de santé et des soins. Donc, c'est-à-dire, on ne construit pas le statut de l'infirmière juste pour gagner plus d'argent, machin, mais on le construit vraiment en lien avec notre société, avec un objet social, avec une réponse aux soins adaptés. Et donc, on va construire en fonction des besoins de la population, les missions qui sont confiées aux infirmières. Et en face de ça, nous, on va revendiquer des formations, un statut qui nous permet d'exercer nos missions dans de bonnes conditions. Et c'est là où ensuite on rentre dans la défense de notre statut et du statut de l'infirmière, où on va rentrer sur conditions de travail, salaire, voilà. Mais avant ça, on pense et on réfléchit notre mission infirmière et le rôle de l'infirmière dans la société, dans un contexte global de société. Et c'est en ça qu'on est effectivement un syndicat non seulement professionnel, mais aussi un syndicat de transformation sociale. C'est-à-dire qu'on inscrit nos professions dans un environnement plus global avec un objet de société derrière. Et donc, on avait effectivement, au-delà de la spécialité infirmière, on avait aussi déposé des amendements qui ne seront moins suivis, on verra lesquels auront leur chance ou non, mais sur la santé périnatale, parce que du coup, vous avez tous entendu que la France, elle avait dégringolé, et donc où on appelle à la participation plus active et à la reconnaissance du rôle de l'infirmière dans cette santé-là, l'impact environnemental, et on le développera aussi un jour sur l'apport des infirmières spécifiquement sur l'éducation à la santé et notamment sur l'impact de l'environnement sur la santé et sur l'aspect préventif, mais du coup, pour donner aux infirmières cette mission de santé globale, y compris sur l'environnement en santé. Donc ça, bien évidemment, voilà. On a défendu aussi la gestion des crises sanitaires et des catastrophes, mais vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est que l'infirmière ne soit pas juste saisie au moment de la gestion, parce que du coup, elles sont en nombre et c'est elles qu'on envoie au front, hein, vous vous souvenez, les premières lignes, et puis qu'on applaudit derrière, mais qu'elles soient vraiment partie prenante de la gestion, y compris dans la politique de gestion. Et donc ça veut dire que les infirmières soient représentées dans toutes les instances, y compris les instances décisionnaires. C'est en ça qu'on veut améliorer les choses. L'exercice d'infirmier par mission, nous, on l'avait déjà, mais c'est une vraie avancée pour notre profession. Mais on aurait souhaité que le cadre des missions soit plus souple en ajoutant notamment dans la loi, ce qui nous permettait ensuite de faire évoluer les missions des infirmières plus facilement et plus en réaction avec les besoins de la population. Et évidemment, c'est ce que vous disiez Grégory, on a aussi déposé des amendements sur la prise en charge globale du patient, parce qu'on s'était rendu compte dans la loi qu'on avait réussi à faire introduire en première lecture à l'Assemblée nationale la prescription et l'orientation, mais dans la prescription, à l'Assemblée nationale, ils avaient transformé ce qui était l'infirmière accueil, fait des soins éducatifs, relationnels dans le cadre de son rôle et elle prescrit des produits de santé dont sont définis par décret. Et à l'Assemblée nationale, la prescription, ils l'avaient réduit à la prescription dans le cadre de sa profession. Autrement dit, l'infirmière en était réduite à prescrire ce qu'on voulait bien nous accorder dans notre rôle propre. Autrement dit, c'est ce qui avait donné, à un moment où vous vous souvenez, la prescription était rentrée dans la profession infirmière et hop, résultat, les infirmières, elles pouvaient prescrire du sérum Phi. Ok ? Donc là, du coup, nous, on a voulu faire introduire que cette prescription, elle avait un objet, c'est de faciliter la prise en charge du patient. Et ce qui, pour nous, à l'éducation nationale, peut changer beaucoup les choses parce que si on connaît à l'infirmière généraliste le droit de prescription, on pourrait, dans le cadre de nos consultations sur le rôle propre, atteindre nos objectifs et nos revendications qui sont ceux de prescrire aux jeunes des produits de santé, des TROD, en fait, de façon à ce qu'ils soient remboursés par la sécurité sociale, mais aussi de prescrire des premiers examens ou des primo-prescriptions, par exemple, de contraceptifs, de façon à ce que la jeune, entre la consultation qu'elle a avec l'infirmière et la prise en charge par un médecin, une sage-femme ou un gynécologue d'ailleurs, pour la prescription de son contraceptif, elle est couverte par une primo-prescription qui peut être, elle, du champ infirmier. Donc peut-être qu'on arrivera à développer ça par le biais de cette loi,
Mais pour l'instant, cet amendement, on ne sait pas ce qu'il deviendra dans les débats cet après-midi et Grégory nous en tiendra informés. L'autonomie infirmière, là, on en a parlé. Et la référence à la HAS, Grégory n'a pas développé, mais dans la loi et dès l'Assemblée nationale, dans son article 1er, les décrets de mise en application de la consultation, de la prescription, des produits qu'on peut donner ou pas donner, qui sont dans le cadre du champ infirmier, étaient soumis à l'Académie nationale de médecine. L'Académie nationale de médecine, c'est une instance qui est rattachée à l'Élysée, où sont des médecins d'un certain âge, on va dire, mais c'est pas le problème, c'est pas le problème de leur âge qui m'interpelle le plus, parce que ils pourraient être dotés d'une certaine sagesse, mais non, c'est qu'en fait, ils sont vraiment enferrés dans une conception très médicalo-centrée de la santé, et donc ils sont un frein pour le développement de notre profession en général, mais de toutes les autres professions de santé d'ailleurs. Et du coup, c'est quand même une profession infirmière, au lieu d'interroger les représentants de la profession, y compris l'ordre, ou voilà, et d'émettre un avis par cette propre profession, la profession de santé, les avis sur ces décrets sont portés par l'Académie nationale de médecine. Voilà. Donc là, on avait réussi à introduire la HAS, parce que la HAS, alors il y a beaucoup de médecins à la HAS qui sont pilotes de beaucoup de projets, mais c'est globalement dans le système de santé en général. Et on travaille aussi à faire rentrer des infirmières en expertise dans les groupes de la HAS. Mais du coup, là, c'était quand même un peu plus sain, on va dire, et plus équilibré que l'Académie nationale de médecine. Le Sénat a réintroduit l'Académie nationale de médecine. Donc on verra maintenant ce qu'il en est et si ça reste. Il y a quelque chose qui est arrivé à l'Assemblée nationale et qui est intéressant. Nos collègues IPA, ils ont été bloqués très longuement sur des décrets d'application. Là, vous avez dû voir, on a relayé leur communication. L'arrêté qui permet la primo-prescription et l'accès direct est enfin paru. Et donc les décrets RIST de la loi RIST ont mis 2 ans à parvenir, parce que justement l'Académie de médecine mettait des freins dans la publication de leurs avis. Et donc du coup, là, à l'Assemblée nationale, les députés ont mis un délai d'avis pour éviter ces blocages corporatistes. Mais donc on verra maintenant quels seront les avis, parce que les avis engagent quand même le gouvernement à en tenir pour tout ou partie. Donc c'est sûr que d'amener l'avis de l'Académie de médecine, pour nous, c'est pas un gage d'émancipation. Et donc, vous en avez entendu, et j'ai quelques collègues qui m'ont appelé ce matin absolument pour qu'on en parle, cette question de soins relationnels. Sur les soins relationnels avec Thierry Amourou et le SNIC sur la base de l'exercice infirmier de l'éducation nationale notamment, et avec Gilles Berthoud qui n'est pas présente aujourd'hui, on avait souhaité intégrer un amendement, une mission supplémentaire qui était une mission de soins relationnels. Pourquoi? Parce que c'est la base de notre métier, c'est de là que découle la capacité de l'infirmière à mettre en œuvre ou à analyser les besoins de la population, de son diagnostic infirmier. La qualité de son diagnostic, elle dépend énormément de la qualité de la relation qu'elle développe avec le patient, et aussi parce que dans le soin relationnel, il y a tout un pan du développement de l'individu et tout un pan de la capacité de l'individu à rester ou à améliorer par lui-même son état de santé. Et donc on a voulu, même si les soins relationnels étaient déjà inscrits dans la consultation, on a voulu l'inscrire comme une mission pour que les infirmières soient réellement formées et reconnues, et que le soin relationnel aussi soit reconnu. On a pensé beaucoup à la tarification à l'acte à l'hôpital, ou aux consultations qui ne déclenchent pas un acte médical ou un produit, et des infirmières libérales au domicile et qui ne sont pas reconnues, alors que l'infirmière à domicile, elle fait énormément de soins relationnels, mais toutes les infirmières en général. Et faute de reconnaissance et de tarification et de reconnaissance institutionnelle, c'est ces soins-là qui disparaissent, et ça pousse à la déshumanisation des relations de soins, et c'est ce qui amène aussi une certaine forme de violence dans l'hôpital, où à défaut de soins relationnels et de qualité de relation, les patients s'en prennent, y compris au salon. On n'est pas en train de légitimer la violence des gens, et aucune violence n'est acceptable, mais quand même, avec la Conférence nationale de santé et avec le collège infirmier, quand on nous interroge sur les raisons
de la montée en charge des agressions des professionnels de santé, on pointe cette non-reconnaissance du soin relationnel, de la façon dont, y compris dans l'école, on a de moins en moins de temps, il nous est moins en moins reconnu cette compétence de soin relationnel et l'importance de ce soin. Et c'est pour ça qu'on l'avait fait inscrire en mission supplémentaire et notre abonnement avait été repris à l'Assemblée nationale. Les sénateurs l'ont retiré. Voilà, c'est ce que vous disiez. Et donc là, c'est là où vous avez dû voir, on a fait pas mal de communication sur les réseaux sociaux en disant que le Sénat occultait voilà, le soin relationnel. C'est un vrai problème et c'est un vrai problème de conception du soin, mais c'est un vrai problème pour notre profession parce que c'est la base de notre métier. Donc très certainement, là, au vu des amendements qui ont été déposés, je ne pense pas que le soin relationnel, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, revienne. Parce que du coup, il y a le soin relationnel est inscrit dans l'article 1er, pas en termes de mission, mais en termes de possibilité de soins. Il y aura tout un combat encore à mener derrière, mais encore une fois, on va écouter avec attention les débats sur ces questions-là pour s'en servir après pour faire évoluer notre profession. Voilà, je voulais être sûre de ne rien avoir oublié sur cette proposition de loi. Et donc, j'en reviens. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, comme ça on pourra rebondir dessus. Et sur donc l'évaluation ou non par une infirmière. Si je comprends bien, la question, elle porte sur l'évaluation du chef d'établissement et la différence entre l'évaluation de l'infirmière. Je pense que pour bien comprendre ça, pour les nouvelles arrivées, moi, je me suis plongée. Je suis arrivée à l'éducation nationale, je vous disais, 2009-2010. J'étais directement sous l'autorité d'un chef d'établissement. Très bien. Et du coup, il y avait une pseudo-double hiérarchie qui était... Bon, merci. Voilà, une double hiérarchie où on avait une espèce de confusion entre l'infirmière conseillère technique, c'est mon infirmière conseillère technique, c'est l'infirmière conseillère technique de mon chef d'établissement, c'est l'infirmière conseillère technique du DSN et tout ça. Et je remercie, et du coup, ça a fait aussi la nature de mon engagement. Le SNIC, c'est les réunions d'information syndicale qui m'ont permis de clarifier cette position-là. Et depuis que je suis secrétaire générale, j'ai bien étudié toutes les archives du SNIC, qui sont assez conséquentes, tous les écrits qu'ils ont pu faire sur ces questions. Et j'ai aussi découvert qu'il y a eu des infirmières en chef à l'éducation nationale et que ce rôle d'infirmière en chef, il avait été abrogé en 2003 parce que ça posait des problèmes de notation des infirmières, c'est-à-dire que les infirmières en chef, elles ont existé de 91 à 2003. C'est les infirmières qui venaient de l'ex-service de santé scolaire qui a été, vous savez, supprimé, enfin mis en extinction en 82. Parce qu'il était inefficace, obsolète, tout ça. Ça, je vous renvoie dans le rapport sur le devenir de la santé à l'école que vous trouvez sur notre site ou dans nos textes de congrès, vous trouvez ces historiques-là. Hein, mais j'essaie de vous le faire court, comme ça remet tout le monde un peu, voilà. Ces infirmières qui étaient des chefs de service dans la santé scolaire avaient passé un concours et quand elles sont arrivées à l'éducation nationale, c'est donc elles qu'on a mis. Et c'est pour ça que dans certaines académies, vous avez les infirmières conseillères. Elles ne se disent pas infirmière conseillère technique, c'est infirmière responsable départementale. C'est les anciennes chefs de service des infirmières de ce service qui a existé une dizaine d'années à l'éducation nationale. Et il a été mis fin à ce service, on l'a dit ce matin, parce qu'il y avait une confusion des rôles de chacun. Mais surtout, l'infirmière, elle travaille dans l'établissement. Son sens de recrutement, c'est la réponse aux besoins de l'élève, et on l'a revu avec Sophie, on l'a vu ce matin. Qu'est-ce qui fait sens? C'est la lutte contre les inégalités à l'école et la réussite scolaire de tous. Donc la capacité que nous, on a à recevoir l'élève et à le remettre en position d'apprentissage et à le renvoyer aux classes rapidement. C'est en ça qu'on sert l'égalité. Plus on est en la classe et plus on est mobilisé, plus on a de chance d'égalité, de chance avec les autres de réussir notre scolarité. Et en plus, notre scolarité, en réussissant notre scolarité, je le dis parce que quand on parle des infirmières qui sont sur le suivi de la santé et qui ne devraient pas être sur la réussite scolaire, il se trouve que c'est un vecteur et un des déterminants majeurs aussi de la santé. C'est-à-dire que plus les gens réussissent leur scolarité et leur intégration sociale, en meilleur état de santé ils sont dans leur futur. Donc nous, on n'oppose pas comme ça stérilement les deux.
Par contre, on montre bien qu'il y a toute une dynamique à respecter et à prendre en considération et qu'il y a des complémentarités à avoir et pas des oppositions. Donc, pour en revenir à ces infirmières en chef, en 2003, on se rend compte que c'est ces infirmières en chef qui notent les infirmières, mais que c'est les infirmières qui travaillent dans les établissements. Donc, qui les voit travailler au quotidien? C'est les chefs d'établissement. Et qui évalue leur pratique professionnelle? C'est les chefs d'établissement. Est-ce que l'infirmière, elle, travaille en bonne intelligence avec les membres de son équipe? Est-ce que l'infirmière arrive à l'heure, respecte ses missions, voilà, à bonne qualité avec l'usager, voilà. Mais ça, c'est le chef d'établissement. Que ne peut pas faire l'infirmière et que ne peut pas faire non plus l'infirmière conseillère technique? C'est de revenir sur les acquis de notre diplôme. C'est-à-dire que c'est l'infirmière qui est en pleine responsabilité face à l'élève et qui évalue la situation et le besoin de santé de l'élève. C'est elle qui est dans une relation duelle et confidentielle avec l'élève et c'est elle qui sait, sur la base de son diagnostic que son diplôme lui donne la capacité, qui sait ce qu'elle doit mettre en œuvre ou pas dans son soin. Et d'ailleurs, elle en est responsable devant la loi. Et si les gens ne sont pas satisfaits, eh ben, il se trouve qu'ils peuvent porter plainte sur la capacité de cette infirmière. Et d'ailleurs, c'est très facile de porter plainte contre une infirmière à l'ordre. Et on a de plus en plus de collègues qui sont dans cette situation-là. Mais donc, du coup, que ce soit le chef d'établissement ou l'infirmière conseillère technique, on ne peut pas évaluer si on est une bonne infirmière. On est une bonne infirmière parce qu'on a un diplôme d'état infirmier. Et donc, cette idée de dire que, et parce qu'on l'entend beaucoup, que le problème des infirmières de l'éducation nationale, c'est qu'elles ne sont pas évaluées par leur père et que du coup, ça réglerait tous les problèmes, c'est faux. En 2003, le Conseil d'État y met un terme parce que du coup, les infirmières, elles vivaient des injustices criantes. Elles étaient reconnues dans leur pratique professionnelle, elles étaient plébiscitées, elles remplissaient leur mission et pourtant, elles étaient évaluées par des gens qui ne les connaissaient pas. Et aussi, ce qui a fait aussi tomber cette autorité des infirmières conseillères techniques, c'est que avec qui est-ce qu'on travaille? Qui est notre équipe de travail et et c'est les enjeux de ces assises. On travaille en destination des jeunes. Quels sont les besoins de santé des jeunes qui viennent nous rencontrer? Avec qui l'infirmière travaille pour répondre à ce besoin des jeunes? Et bien, il se trouve que nos statistiques infirmiers que le SNICS a analysées il y a quelques années maintenant, mais qui sont toujours valables et qu'on avait analysées sur une paire d'années, montrent que les besoins des jeunes et leurs réponses fait qu'une consultation infirmière sur 3 amène l'infirmière à travailler non pas avec un professionnel de santé en premier lieu, elle ne va pas travailler avec la CT, elle ne va pas travailler avec le médecin scolaire. En premier lieu, son équipe, la réponse avec qui elle peut apporter à travailler en partenariat avec quelqu'un, ça va être en premier lieu la vie scolaire, les AED, les chefs d'établissement. La réponse aux besoins des jeunes fait que les infirmières doivent être dans l'établissement parce que leur partenaire premier, c'est la vie scolaire, c'est l'établissement, les enseignants, les personnels d'éducation. Le deuxième partenaire, et là c'est tout à fait logique puisqu'on est face à une population de mineurs, c'est les familles. On avise, on reçoit, on travaille énormément avec les familles. Évidemment, quand il y a un problème de santé, le premier partenaire, ça va être la famille. Quand c'est un problème relationnel et qu'on n'est pas sur une problématique de santé, on sera dans l'école. Et ensuite arrivent les autres partenaires de l'école en troisième position. Et là, on est sur le réseau d'aide sociale à l'enfance, les éducateurs. C'est avec ces partenaires-là qu'on travaille. Arrivent les assistantes sociales. Et derrière arrivent les médecins de l'éducation nationale avec qui on travaille quotidiennement, puisqu'on leur oriente tous les ans à peu près 400 000 enfants en complément de leur mission. Donc c'est ça, c'est les enjeux de ces assises, c'est aussi de se dire mais quelle est l'équipe de travail pertinente de l'infirmière? L'équipe de travail pertinente de l'infirmière, c'est pas l'équipe que l'infirmière choisit parce qu'elle préfère le visage, la chemise ou le machin, c'est l'équipe avec laquelle elle répondra le mieux aux besoins de santé des jeunes. Et l'équipe, il se trouve que c'est dans l'établissement scolaire. Et donc, c'est là où de nous renvoyer à une organisation de type pôle de santé avec un lieu de référence qui serait le CMS ou qui ne le serait pas, qui n'en aurait même pas, ce serait encore pire, de nous renvoyer à l'autorité des CT. Pour nous, ça, c'est un vrai problème. Et le problème, on va l'avoir parce que du coup, quand on a eu le Covid, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu
les chefs d'établissement qui nous sollicitaient dans nos rôles pour nos protocoles, et on a les conseillères techniques, pas par opposition ou par volonté de mal faire, mais parce que du coup, leur mission de conseiller technique auprès des ASN les a menés à avoir envie de répondre aux réunions qu'elles faisaient avec les DAZN ou avec les ARS. Et on s'est retrouvés à servir par l'intermédiaire de nos propres collègues de petites mains aux ARS malgré nous. Et ça, quand on a fait une enquête, le SNICS, il ne se positionne pas comme ça juste parce que moi je le pense ou Violaine ou voilà. On a fait une enquête très sérieuse sur les risques professionnels que vous avez courus pendant le Covid et post-Covid. Vous avez été très nombreuses à répondre à cette enquête. Et la source de souffrance que vous aviez à ce moment-là, c'était le non-respect de vos missions, souvenez-vous. On remplissait des protocoles et on foutait des bâtons dans le nez alors que le ministère nous avait demandé de ne pas le faire, mais dans les terrains, c'était revenu par le terrain. Donc on avait des injonctions